Aujourd'hui, chaque décision est ultra pesante. Pareil, ta perte, tu as déjà prouvé des choses, on a avancé et Il y avait une offre sur la table c'était 250 000 euros. et vous avez dit non. Salut à toutes les deux et bienvenue sur le podcast. Hello! Donc on a Lisa et Anouk, les fondatrices de Dijo, qui vont venir nous présenter un peu leur marque et leur succès, leur récent succès sur qui veut être mon associé, je pense, les dernières années, parce que je pense que ça fait quand même quelques années que vous existez. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire un peu à quoi ressemble votre parcours entrepreneurial et le lancement de Dijo? Avec Yes. plaisir. Vas-y, Anouk. Ça fait bientôt 4 ans qu'on existe. Pour la petite histoire, on est amis d'enfance avec Lisa. On a un parcours très classique, prépa école de commerce. Et on s'est lancé rapidement dans l'entrepreneuriat parce qu'on a aujourd'hui 33 et 30 ans, des jeunes Ouais, entrepreneurs. Enfin, ouais. on se trouve jeunes. Après, maintenant, sur LinkedIn, c'est vrai qu'on voit des entrepreneurs encore plus jeunes. Mais Ah, c'est clair, maintenant c'est fou, hein. Il y en a qui ont ouais, des business à 16 ans, dans l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça nous rend vieux, sur le coup et on le dit. C'est clair. on a pris le temps quand même de profiter de quelques soirées étudiantes avant de se lancer Pareil, dans l'entrepreneuriat et les montagnes russes. pareil. Ouais, donc vous avez commencé quand même, assez jeune. Avant ça, vous avez vous avez travaillé en entreprise ou pas du tout? Alors, ouais, moi de mon côté, j'ai travaillé 3 ans d'entreprise avant de me lancer, enfin un peu plus d'ailleurs, plus de Ouais, 3 ans. J'ai travaillé dans le marketing sportif. J'ai toujours été passionnée de sport, d'alimentation. C'est un peu aussi pour ça qu'on s'est lancé dans le projet Dijo. J'étais en agence et je créais des programmes justement pour intégrer le sport et le bien-être au sein des entreprises. OK. Et toi, Anouk? Moi, j'ai pas travaillé avant Dijon. C'était ma OK, première donc c'est ta expérience. première expérience. OK, d'accord. Et niveau digital, vous connaissiez déjà un tout petit peu avant de vous lancer? On a tout appris sur le tas. Sur le tas. Ouais, c'est ça Google, qui est intéressant. C'est ça Google qui est était intéressant. notre meilleur ami. Tu disais? Je disais Google était notre meilleur ami parce que pour le coup, enfin que ce soit site internet, social media, on savait rien faire du tout. Mmh. Ouais, c'est clair, donc si je comprends bien, quand vous avez lancé la marque, il n'y avait pas encore de communauté? En fait, ouais, non, on a donc avec Anouk, on a mis d'enfance. Donc en 2018, on a un petit déclic personnel parce que donc Anouk tombe malade, donc un déséquilibre hormonal. Et à ce moment-là, justement, au lieu de se tourner vers un traitement hormonal à vie, elle se tourne vers les probiotiques, sujet sur lequel j'étais déjà assez sensible. Et en fait, grâce aux probiotiques, Anouk va finalement retrouver vraiment un équilibre de vie qui va lui permettre d'éviter ce fameux traitement hormonal. Et à ce moment-là, vraiment, on se dit, mais c'est incroyable, le ventre est au cœur de notre santé et pourtant, on n'en est pas conscient, on est mal informé. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette démarche préventive, justement, de prendre soin de son ventre dans l'optique d'améliorer sa santé. OK. Et donc, on se met de cette mission en se disant, on veut aider les gens à prendre soin de leur ventre, on veut les éduquer sur l'importance du ventre. Et pour ça, pour nous, la première étape, ça va être de créer la meilleure cure de probiotiques possible, puisque l'un des constats, c'est justement de se rendre compte qu'en pharmacie, en France, on trouve des probiotiques qui sont, en termes de concentration, pas les cures les plus optimisées. Et donc, en fait, on a commencé à documenter notre parcours sur Instagram. Et là, on a commencé à sentir l'attrait pour le projet. Et on a assez vite, finalement, lancé la campagne Ulule parce que, justement, on avait besoin de se confronter au marché assez vite. On n'avait pas de financement à l'époque. Donc, on a eu besoin, finalement, très rapidement de faire cette campagne de financement pour, justement, lancer notre premier produit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui commencent par créer la communauté avant. Ouais. C'est super intéressant de faire comme ça. Nous, on manquait de fonds tout simplement, donc on a fait les choses un petit peu à l'envers pour ça. Mais effectivement, on a vraiment créé la communauté quasiment en même temps que la campagne Ulule. Ah d'accord, c'est ça, donc il y avait pas de communauté avant la campagne Ulule et au moment où vous avez fait votre lancement Ulule, il y a des personnes qui ont commencé à s'intéresser à votre histoire, à vous suivre sur les réseaux et inévitablement faire des premières commandes pour vous aider. Exactement, ça s'est fait vraiment en parallèle. OK, et comment vous avez enfin ça intéressant, c'est comment vous avez fait à attirer des gens vers la campagne Ulule? Je suppose que c'était du bouche à oreille ou est-ce que vous avez fait des campagnes d'ads ou d'autres choses comme ça? Alors, pas du tout, parce à cette époque-là, comme disait Lisa, on n'a pas de fonds. Et je pense que c'est vraiment cette campagne, on l'a fait dans une optique de valider notre idée, Ouais, notre intuition que le ventre, c'est un sujet qui intéresse les gens et qui recherchent une solution. C'est pas du tout une campagne qu'on fait dans une optique business qu'on a préparée avec de la presse, des ads. Nous, donc,
qu'on a touché forcément notre premier cercle, en fait, nos amis, Oui. nos proches. On est quand même très contente des retombées. On réussit à lever 12 000 euros. Voilà, c'est pas ce qu'on peut Bah, c'est voir. déjà très bien, ouais. Il y a la Respire, 900 Care, qui sont vraiment des opérations de communication à part entière, même Mmh. business. Nous, je pense qu'à ce moment-là, on est encore plus jeune en termes de développement. On fait aussi ce projet pour se faire plaisir. Enfin, c'est-à-dire que on a envie de donner un sens à nos ambitions professionnelles et notre temps. On est vraiment hyper animé par la mission, en fait, ce Oui. qui est aider les gens à prendre soin de leur ventre et faire les meilleurs probiotiques possibles avant tout. Mais on sait pas trop où ça va nous emmener à ce moment-là. Je pense qu'on saute un peu dans l'entrepreneuriat sans faire de plan à 3 ans, 5 ans. Donc on prend les outils qui sont à portée de main, donc faire une vidéo, la poster sur Ulule, faire un peu nos réseaux sociaux où on décrit notre projet, ce qu'on fait dans notre quotidien. On va rencontrer des gastro-entérologues, des pharmaciens, des laboratoires, des patients. Enfin, on interroge un peu tout l'écosystème. Et c'est ça qui nous lance finalement. Mais il y a 4 ans, on n'aurait pas pu savoir qu'on en serait arrivé là aujourd'hui. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas et puis, tu parlais du fait que vous étiez inexpérimentés à l'époque. Là, 4-5 ans plus tard, vous avez quand même fait une belle campagne avec, qui va être mon associé, donc là, c'était une très belle opération sur le coup. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard et du coup, après ce lancement Ulule, comment ça s'est passé? Vous avez continué à développer la communauté de manière organique? Parce qu'à ce moment-là, on sait très bien que sur Instagram, c'était beaucoup plus simple d'avoir de la visibilité, d'avoir des interactions avec les gens. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus là-dessus sur les premiers mois de lancement de la marque? Ouais, donc en effet, les premiers mois, on a vraiment tout fait en organique. On est resté dans cette philosophie vraiment de do it yourself. Donc la campagne nous a permis de financer le développement de notre premier produit. En parallèle, on a continué du coup ce qu'on avait commencé sur Instagram en faisant passer nos messages, en parlant du lancement de nos produits. Et une fois qu'on a développé le produit, qu'on a lancé enfin pour te resituer, on a fait notre campagne en mars. On a lancé le produit officiellement sur notre site internet en juin 2018. Ouais. Donc là, donc le premier levier, effectivement, c'était Instagram, les réseaux. Et comme tu le disais, à l'époque, j'ai l'impression qu'on parle d'il y a Ouais, il y a 10 ans, ouais. mais effectivement, à l'époque, c'était plus simple d'être visible sur les réseaux. On arrivait à être visible, on arrivait à faire des partenariats non rémunérés avec des micro-influenceurs. Enfin, tout ce C'est vrai. monde-là était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus, on va dire, de gratuité et l'échange de visibilité était plus simple. Et surtout, nous, on prend nos vélos, on fait le tour des salles de sport de Paris, on fait un maximum d'événements en fait pour rencontrer les gens, pour leur parler du ventre, pour leur parler de notre cure de probiotiques. Et c'est vraiment comme ça pendant 1 an qu'on a grandi en faisant tout nous-mêmes, sans publicité. Et en fait, très vite, on se rend compte de l'engouement. On se rend compte que les gens sont concernés. Et en fait, à partir de là, le chiffre d'affaires nous a permis petit à petit de pouvoir ensuite tester les ads, de pouvoir justement faire plus de choses en termes de contenu. Mais c'est vrai que pendant 1 an pendant plus d'1 an, on a vraiment tout fait à deux, avec nos propres moyens, avant de passer sur effectivement des ads ou des choses comme ça qu'on faisait pas du tout avant. Ouais, Ouais. les ads sont arrivés plus tard. Je pense qu'on a passé 1 an vraiment Ouais. que sur de l'organique. Après se passe un truc qu'on n'avait pas forcément imaginé, c'est le confinement et le Ouais. Covid. On en parlera. Mais nous, je pense qu'on se projetait plutôt dans un circuit de distribution peut-être classique, physique. Là, on est forcé de se concentrer à 2000% sur le digital. Oui. C'est là qu'on découvre les ads, la newsletter, on se met à faire des lives sur Instagram. En fait, on met toute notre énergie sur le digital et on apprend tous les outils qui sont à portée de main. Et c'est là qu'il y a un vrai bond dans la vie de Dijo, en termes de notoriété, de communauté sur les réseaux. Les gens sont beaucoup plus portés sur le bien-être, sur le fait de se Ah, faire. mais à fond. Le bien-être, aujourd'hui, c'est vraiment, devenu on voit que c'est une tendance et qu'il y a de plus en plus de marques qui se tournent autour du bien-être parce Mm. que je pense que le Covid a fait se rendre compte de gens qu'on n'a pas forcément le meilleur des modes de vie. Exactement. Mais le Ça, c'est bien Covid, pour vous. ouais, c'est rigolo parce que c'est vrai que d'un coup, les gens avaient du temps. Et Mmh. c'était un petit peu un temps où ils se disaient: «OK, il faut que j'en profite pour faire quelque chose de nouveau, il faut que j'en profite pour justement, je sais pas, mieux cuisiner», alors que c'est un truc dans la vie de tous les jours, que j'ai pas le temps de faire. Et les gens étaient connectés. Et du coup, nous, c'était là où la communauté a vraiment grandi. On a fait nos premiers lives pendant le confinement et on a testé plein de nouveaux formats.
Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette sensibilité au bien-être, et cette envie de prendre soin de soi qui est née et qui a été renforcée pendant le Covid. Et puis après, ça s'est pas arrêté. C'est vrai qu'on voit l'essor de plus en plus de marques autour du bien-être. Ça devient vraiment un lifestyle Oui. là où avant ça l'était pas. C'est Euh, devenu à la mode, en fait. C'est devenu à la mode de prendre soin de soi. Mm. et le ventre en particulier, c'est rigolo. Enfin, nous, quand on s'est lancé vraiment parler du microbiote et des probiotiques, tout le monde nous prenait pour des fous. On dit mais attends, mais les probiotiques c'est Je quoi? Mais le comprends, ouais. microbiote, de quoi tu parles? Mais voilà, et donc on est un peu pour des folles. Et aujourd'hui, 4 ans après, on parle du ventre dans les journaux, des probiotiques. Enfin, le rôle du ventre dans la santé a été vraiment Oui, démocratisé ces dernières années. Nous, Grâce à nous. grâce à nous, grâce à effectivement. vous, bah, Et quand potentiellement, on parce que... Ouais, ouais, vas-y. non, non, mais quand on s'est lancé, personne n'en parlait et on s'en est rendu compte, notamment avec qui veut être mon associé, c'est la première fois qu'on prenait la parole devant autant de personnes, Ouais, tout à fait, ouais. forcément. Et en fait, l'impact a été tellement fort, c'était vraiment hyper rassurant pour nous. On s'est dit, mais en fait, ce message-là, il touche vraiment tout le monde. Parce qu'en fait, ça joue sur le fait de prendre soin de son ventre, ça joue sur l'humeur, sur le stress. C'est pas seulement sur les problèmes de digestion comme on pourrait le croire, parce que on pourrait dire, ben moi, j'ai pas de problème de digestion, j'ai pas de problème de peau, donc a priori, tout va bien, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment notre message, ce qui est notre fil directeur sur les réseaux sociaux, sur notre newsletter, c'est de montrer que le ventre, c'est le pilier de notre santé, que ça régule énormément de choses. Et l'idée, en fait, c'est aussi, je pense, quand on veut construire une communauté, de devenir leader d'opinion sur une niche. Et Exactement, ouais. Mm. ça, c'est hyper important pour nous, parce que les gens, ils nous suivent pour des conseils sur le ventre, pour s'informer sur le ventre. Si demain, on fait une newsletter ou un post sur comment avoir une belle peau, même si ça pourrait avoir un lien un peu avec le ventre, c'est pas un truc directement qui engage notre communauté. Les gens, ils cherchent du coup pourquoi les ballonnements, comment réguler ton transit. On commence à réussir à élargir le message, mais Oui, en termes d'éducation, c'est encore assez terre à terre, on va dire niveau 1. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une stratégie de gamme qui va au service d'élargir ce message pour montrer que c'est pas que concentré sur le ventre, mais qu'en prenant soin de ton ventre, tu peux aller chercher des choses plus bien-être. Mais effectivement, c'est hyper important quand tu veux construire une communauté de devenir vraiment l'ambassadeur sur un sujet. Parce que si tu parles de tout et n'importe quoi dans le bien-être, en fait, tu peux pas capter l'attention. c'est ça, ça marche pas. Moi, j'avais justement 2 questions là-dessus. Bah, la première, c'est que les compléments alimentaires, c'est ultra concurrentiel, on le sait. Il y a énormément de marques dans les compléments, je pourrais en citer une dizaine en plus de la vôtre. Vous, vous êtes spécialisé dans le ventre, donc je suppose qu'à ce niveau-là, ça a été une des solutions pour se démarquer au départ, à moins qu'il y avait autre chose, que j'ai pas forcément, pris en compte, mais Non, non, c'était notre gros marqueur, mais ouais. c'était pas forcément évident parce que justement, au moment où on s'est lancé, alors très vite, on a approché par des fonds et en fait, Ah oui, OK. les personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a beaucoup d'échos qui nous disent c'est important de diversifier votre gamme, il faut pas être trop niche, vous fermez des cibles. Donc à ce moment-là, c'est un peu difficile. Toi, t'es débutant, tu te lances, donc bon, comme on l'a dit, t'as pas d'expérience dans le domaine, donc tu te nourris justement de ces rencontres-là. On te dit, mais en fait, c'est important d'aller voir, d'aller aussi adresser d'autres marchés. Nous, on est convaincus de ce message-là, on n'a pas forcément envie de faire autre chose, et du coup, on reste vraiment fidèle à cette conviction de base qui est le ventre et le pied de notre santé, et c'est là-dessus qu'on veut agir. Et donc, on s'est battu pour ça, et 4 ans après, on a eu raison. Mais au moment Oui où on l'a fait, les gens nous ont pas encouragés en nous disant c'est super, c'est votre marqueur différenciant. Au et contraire. ouais, là, de ce que vous m'avez dit la dernière fois, ça rejoint ce dont on avait parlé, c'est que même des personnes inexpérimentées comme des investisseurs vous disaient: «Non, non, il faut pas faire que ça, sinon vous allez pas grandir aussi vite ou vous allez pas avoir une enfin, vous allez pas réussir dans ce marché-là». Mais parce qu'ils sous-estimaient des choses qui sont aujourd'hui importantes dans le comportement des consommateurs, qui sont l'engagement que tu peux créer avec la marque. Et donc, Oui, le fait d'être l'expert d'une niche, ça crée de la réassurance. Et aussi, nous, il c'est y a vrai. l'effet accompagnement, c'est-à-dire que dans la qualité de nos produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, t'as pas d'expérience gustative, t'as pas d'expérience sensorielle. Donc, c'est vraiment l'efficacité qui fait que tu vas reconsommer des compléments alimentaires. C'est vrai. Si t'achètes une fois une boîte de probiotiques à Ça 40 euros marche et que tu pas. vois pas d'effet, tu Mmh. vas jamais recommander. Et donc, nous, la force de Dijon, c'est d'avoir un gros repeat client parce que les gens sont convaincus et aussi parce qu'on les accompagne dans leur cure. C'est-à-dire que s'ils sont pas satisfaits, on va être amené à échanger avec eux, comprendre pourquoi, voir ce qu'ils ont peut-être pas forcément changé dans leur hygiène de vie, dans leur alimentation, qu'on peut rectifier.
Aussi, on a élargi notre gamme dans le sens de prendre en charge tout le monde, c'est-à-dire que les probiotiques, c'est nécessaire, mais c'est pas toujours suffisant. Je te donne un exemple concret pour Ouais, ton vas-y. cours d'SVT. C'est pour réintégrer ces bonnes bactéries, il faut que la paroi de tes intestins, elle soit en bonne santé pour que les bactéries, elles puissent se fixer correctement. Oui. Et si tu as de l'inflammation chronique, je sais pas, que tu es très stressé, que tu as une maladie auto-immune, cette paroi, elle est inflammée et du coup, les bonnes bactéries, elles peuvent pas venir se fixer. Et du coup, quelqu'un qui nous dit j'ai fait une cure de probiotiques, j'ai pas vu la différence. En quelques questions, on peut rapidement comprendre qu'en fait, il n'y avait pas le terrain idéal pour réintégrer ces bonnes bactéries et on va le prendre en charge et du coup, on va vraiment l'aider à trouver une solution qui est adaptée à son besoin et à son état de santé à ce moment-là. Et ça, c'est un truc qui fait vraiment la différence. Je pense que les fonds, à ce Oui. moment-là, valorisent pas trop. Eux, ils cherchent un produit avec à peu près un market fit où ils voient l'expansion possible à l'international, la C'est profondeur le de gamme. repeat, etc. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, le repeat client et l'engagement et le fait que, en fait, tes clients soient tes meilleurs ambassadeurs, c'est un truc qui n'a pas de prix parce qu'on n'est pas dépendant des ads, on n'est pas dépendant de tendances de marché. Enfin, les gens nous suivent pour ce qu'on aime faire et en plus, nos clients adhèrent à nos valeurs. Tu vois, nous, on a un truc d'être très transparent, de dire il n'y a pas de gélule magique, il n'y a pas de gélule miracle. Et c'est une vraie force. Et ça pourrait être un peu bizarre de dire ça d'une d'une marque de complément alimentaire et pourtant, c'est essentiel. Ouais, je comprends totalement. Mais du coup, vous avez cette brique conseil en plus. Enfin, conseil, c'est pas rémunéré, mais c'est quelque chose que vous avez l'air de mettre bien en avant. Peut-être, je sais pas, j'ai pas été voir sur votre site en particulier si c'est le cas, mais je suppose que vous avez eu des dizaines de fois le cas où vous avez des clientes qui vous demandaient des conseils en plus et que vous avez donné. Exactement, et c'est notre force, hein, c'est cette proximité avec notre communauté. On l'a depuis le jour 1 et on se bat pour la garder avec la croissance de l'entreprise. On est vraiment là pour accompagner les clients, déjà pour les conseiller, mais aussi pour les accompagner dans leur mode de vie de manière globale, parce que comme le disait Anouk, prendre des probiotiques ou d'autres compléments alimentaires, ça suffit pas. Il faut aussi comprendre justement comment bien manger ou en tout cas comment adapter son alimentation à son corps et à ses besoins. Et D'accord. aujourd'hui, du coup, alors on donne déjà beaucoup de conseils, on va dire Contenu. généraux Mmh. via la création de contenu, que ce soit sur les réseaux ou la newsletter. Et en plus, donc on a créé un diagnostic du ventre en ligne Mmh. qui va nous permettre en fait de conseiller chaque personne en fonction de ses besoins et de ses symptômes et de l'orienter vers la routine d'IJO qui sera la plus adaptée à ses besoins. Et, D'accord. et ensuite, si la personne veut encore aller plus loin, on a mis en place une consultation diététique en ligne. Et donc là, OK. c'est payant. Donc il y a 2 séances, une séance de 45 minutes pour faire le bilan avec une diététicienne et donc pour faire un bilan global et avoir une recommandation sur long terme. Et un mois après, on fait une deuxième séance de 20 minutes, une petite séance bilan justement un mois après pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et pour ajuster les recommandations. Et on a vocation justement d'aller encore plus loin dans cette partie conseil et proximité client. Tu parlais des marqueurs de différenciation et celui-là en est un. D'accord, et ça, vous l'avez depuis quand ce marqueur-là de différenciation, de vraiment de mettre en avant cette brique conseil, que ce soit même au travers, de vos actions quotidiennes, de comment vous répondez à votre communauté, mais également de ce que tu viens de mentionner, le fait que vous avez une diététicienne que l'on peut engager? Depuis le début, c'est vraiment ce qui fait la différence chez Dijo. On est très présente pour notre communauté. Au début, les clients, on les appelait quasiment tous un Bien par sûr, un ouais, bien pour sûr. savoir Mmh. pourquoi ils étaient venus chez nous, ce qu'ils cherchaient. C'est aussi ça qui nous a permis de voir la suite de la gamme, la suite de Dijo, voir dans quelle direction on allait. Comme disait Elisa, au début, on avait cette cure de probiotiques et on savait pas imaginer quelle serait la suite des produits. Et Oui, tout les fonds d'investissement nous disaient les probiotiques, c'est super à la mode, faut faire les probiotiques peau, les probiotiques énergie, les probiotiques poids. Alors que ça n'a pas sens, entre guillemets, de faire une cure de probiotiques, puisqu'en fait, c'est pas une souche qui va rééquilibrer tout ton microbiote. C'est vraiment un assemblage de souches le plus complet possible, qui va s'adapter au plus grand nombre, du coup, et qui va rééquilibrer le microbiote. Donc, nous, notre conviction, c'était vraiment de faire la meilleure cure de probiotiques possible. Et ensuite, c'est là où, en échangeant au quotidien avec notre communauté, parce qu'on les prenait en charge, au début, personnellement, Lisa et moi, qu'on a compris ce qu'ils attendaient, que c'était un problème parfois, justement, comme on disait tout à l'heure, de porosité intestinale, de réparer sa paroi intestinale, d'acidité. Les gens qui sont stressés, qui boivent pas mal d'alcool, de café, ils ont un problème d'acidité. Et quand le pH de tes intestins est très acide, les bonnes bactéries, elles peuvent pas vivre en paix, quoi. Elles sont OK. attaquées.
Et c'est comme ça qu'on a développé cette gamme experte du ventre et qui nous permet aujourd'hui de faire, à travers notre diagnostic personnalisé, vraiment un état des lieux et d'offrir une solution plus efficace que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Ouais, totalement. Et au départ, c'est vrai que vous aviez une gamme de probiotiques, donc je vois que en best-seller sur le site, et là, je vois que vous avez quand même pas mal de produits différents. Donc, je suppose que se sont construits au fur et à mesure du moment où vous commencez à développer, pour comprendre, pardon, les autres besoins de vos clients et clientes. Hem, Concrètement, la gamme, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Alors concrètement, je vais essayer de le faire de manière synthétique. Ouais, ouais, vas-y. Donc aujourd'hui, on a 3 grandes catégories de produits. On a Ouais, les probiotiques, donc on a notre cure best-seller, celle avec laquelle on s'est lancé, qui va agir vraiment sur l'équilibre du microbiote intestinal. On a une cure qui est dédiée aux enfants et une troisième cure qui est dédiée à la flore intime, puisque la flore intime fonctionne aussi, c'est un écosystème de bonnes bactéries qui fonctionne de la même manière que l'écosystème, le microbiote intestinal. Donc on a aussi OK. une cure qui s'adresse justement aux femmes qui sont Enfin, ouais. Mmh. aux mycoses, cystites. Et ensuite, on a une gamme de soins du ventre. Les soins du ventre qui ne sont donc pas des probiotiques, mais qui sont des actifs naturels, des plantes, des algues, des enzymes, et qui vont justement venir agir sur des choses plus ciblées. Donc, par exemple, on a parlé du foie. On va avoir une cure qui va permettre de détoxifier le foie, puisque le foie, c'est vraiment l'organe qui est en charge d'éliminer les toxines. Donc, des fois, on a besoin de venir le soutenir parce qu'il accumule justement, et donc au bout d'un moment, il peut plus faire son rôle de manière optimale. On a une cure qui s'appelle la glutamine pour renforcer notre paroi intestinale, une cure Oui. pour l'acidité. Donc voilà, on a des soins du ventre qui viennent comme ça compléter la prise de probiotiques pour justement venir agir sur telle ou telle problématique ou venir atteindre tel objectif. C'est-à-dire dire, voilà, je rentre de vacances, j'ai consommé pas mal d'alcool, je sens que mon corps Oui. fonctionne au ralenti, je suis fatiguée, et donc j'ai besoin de faire ma petite cure de détox pour me relancer pour la rentrée. Et enfin, la troisième Ouais. catégorie, on en a parlé tout à l'heure, c'est C'est les très récente. Ouais, ouais. Mmh. alors les prébiotiques. Donc les prébiotiques qui ne sont pas les probiotiques. Donc les probiotiques, ce sont les bonnes Les bonnes bactéries bactéries, ouais. Mmh. qu'on réintègre et qui servent à repeupler notre intestin, qui sont en fait vraiment tout cet écosystème de bonnes bactéries qu'on trouve au niveau du microbiote. Et les prébiotiques, en fait, ce sont les fibres qui vont nourrir ces bonnes bactéries. Et donc, une fois qu'on repeuple l'intestin avec des probiotiques, si derrière ces bactéries, elles ne sont pas nourries, elles vont pas pouvoir se développer, elles vont pas pouvoir performer comme on l'entend. Et donc, la prise de prébiotiques va permettre justement d'apporter la nourriture à ces bonnes bactéries et de favoriser leur développement. D'accord. Euh, on Les a 2 vont développé bien ensemble. Exactement. Et donc, on parle de symbiose, de Mmh. symbiotique. L'action des pros et des prébiotiques ensemble, c'est vraiment cette action de symbiotique. Donc, on intègre des probiotiques et grâce aux prébiotiques, on vient renforcer l'action des probiotiques. Ouais, d'accord. Franchement, c'était hyper intéressant, comme tu l'as expliqué, c'est hyper clair en tout cas, donc merci. Donc c'est clair que à la fois, vous avez des probiotiques pour différents personas, donc il y a les enfants quand même, donc ça va cibler, je pense, les mamans qui veulent, prendre soin de leurs enfants. Tu as aussi les femmes qui ont des problèmes, voilà, plus intimes et enfin, tu as d'autres gammes de produits, donc des probiotiques qui viennent complémenter la prise de probiotiques, principale. C'est bien ça? Selon les problèmes que tu peux avoir, comme si tu as bu trop d'alcool ou si tu, as des problèmes de peau. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, pas exactement, pas exactement. Tu auras 5 sur 10 Ouais. à ta leçon de SVT. Bon, allez, OK. Enfin, c'est juste le terme, c'est que les autres produits qui ne sont pas des probiotiques sont des actifs de Oui, phytothérapie. pardon, oui, c'est ça, les plantes. Ouais, Voilà, voilà. Oui, non, des excuse-moi, compléments excuse-moi. alimentaires classiques. Qu'on Voilà appelle, on les appelle les soins du ventre chez Digos pour et je distinguer justement le côté probiotique oh, et Ouais. côté justement produit à base de plantes. ouais, le pire, c'est que je l'avais bien compris, t'inquiète pas, donc c'est qu'en plus des probiotiques, tu as les soins du ventre qui sont à base de plantes et qui, eux, viennent justement Non, améliorer OK. tout ça. Donc Et ce que voilà, je veux sur dire là, il y a la ouais, ouais, détox, etc. 5 sur voilà, 10, c'est un peu dur comme note. 7 sur 10, 7 sur 10, je peux remonter un tout petit peu. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça te permet d'avoir un produit complémentaire et on sait très bien pour réussir en ligne aujourd'hui avec des paniers moyens qui sont trop bas, malheureusement, on n'y arrive pas. On a besoin d'avoir des paniers moyens plus élevés. Alors, c'est bien d'avoir une bonne LTV, mais il faut aussi avoir un bon panier moyen pour être rentable sur l'acquisition. Parce qu'on sait que c'est devenu Bah, plus cher. c'est une très bonne transition d'ailleurs, parce que Oui, notre oui. première année, on a Ouais. été monoproduit. On Mhm. a fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et la deuxième année, bon, qui est l'année Covid, donc l'année où on commence à un peu plus de notoriété, mais qui est aussi l'année où on sort ses soins du ventre. Donc on passe de 1 produit à 5 produits. Ouais. On passe la barre du million de chiffre d'affaires. Donc il y a Ok. vraiment
En fait, on est passé en termes de panier moyen de 40 € à 80 € parce qu'on est passé de 1 à 2 produits quasiment, parfois 3 même, parce qu'on a des packs à 3 produits. Et donc, c'est ça qui a été game changer pour nous en termes de rentabilité. Oui. Parce que quand on est une entreprise qui lève pas de fonds, ta préoccupation avant le chiffre d'affaires, c'est surtout la rentabilité. Ouais. Et nous, ça nous aide justement à mieux absorber les coûts d'expédition qui sont assez importants quand on fait de la vente en ligne. Et même en termes d'acquisition client, quand tu sais que ta première commande, c'est 80 €, tu peux plus te permettre De dépenser, ouais. de dépenser, ouais. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que comme toutes les marques de compléments alimentaires, vous proposez la cure de 2 mois ou 3 mois un peu moins cher. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien apprécié chez vos clients avant de commander. Enfin, est-ce qu'ils ont tendance à prendre la cure de 3 mois d'un seul coup ou est-ce que la plupart vont prendre celle de 1 mois? Je pense qu'on est plutôt sur 1 mois. Après, peut-être que je me trompe. En premier achat sur un mois, mais effectivement, la prise de probiotiques est aussi bénéfique pour le long terme. Et en l'occurrence, on a vraiment des personnes. Nous, on a deux grandes typologies de clients. On a des personnes qui sont dans une optique de mieux-être, donc qui ont des petits symptômes, mais du coup qui vont faire des cures pour se sentir mieux. Et on a vraiment des clients un peu plus type pathologique, qui ont des vrais symptômes quotidiens, qui sont gênants, qui sont douloureux. Et en fait, pour ces personnes, quand elles ressentent les premiers bienfaits des probiotiques, en fait, elles ont envie d'aller plus loin. Et donc, quand elles ont fait un mois de probiotiques et que ça leur a changé la vie, là, derrière, elles recommandent 3 mois très facilement. Et nous, on a vraiment ce message-là, justement, de faire des cures de probiotiques régulièrement et d'alterner des périodes, justement, de traitement et des périodes d'entretien où, finalement, on va prendre des probiotiques tous les 2 jours pour entretenir son microbiote sur le long terme. Et là, du coup, on prépare la sortie de notre abonnement pour aussi renforcer ce message de prise de probiotiques sur le long terme. Sur le long terme, ouais. C'est ça le risque quand on a un produit très painkiller, c'est que quand la personne n'a plus mal, bon, elle se dit: «J'en ai plus besoin». Ça, c'est un peu le risque, mais je suppose que vous faites bien votre travail avec vos emails pour proposer aux personnes qui se sont soignées de, continuer à garder cet entretien. Ouais, puis c'est aussi beaucoup d'éducation, Oui. Mmh. d'expliquer aux gens que justement on a aujourd'hui des environnements et des modes de vie qui impactent le microbiote, d'où l'importance de le renforcer et de maintenir cet équilibre. Quand je parle de mode de vie, ça va être le stress, facteur numéro 1, Oui. la prise de médicaments régulière, l'alimentation transformée, le fait qu'on soit dans des environnements très aseptisés, là où avant on allait être plus facilement en contact avec des animaux, les bonnes bactéries, tout ça. Et donc, en fait, naturellement, notre microbiote s'appauvrit. Et donc, les personnes, quand elles comprennent ça, en fait, à chaque changement de saison, pardon, elles vont avoir le réflexe de se dire ah bah c'est le moment pour moi d'agir sur mon ventre. J'ai compris que le système immunitaire se situe au niveau du ventre, donc là on approche en hiver, donc je vais faire une cure de probiotiques pour renforcer. Et en fait tout ça c'est vraiment une question d'éducation avant tout. Oui, En je fait, vois, nous, d'accord. notre recommandation de base pour un client qui est dans une démarche de bien-être, c'est 4 cures par an, une à chaque changement de saison, déjà. Donc, D'accord. toi et moi, tu vois, on se dit, nous, notre recommandation, c'est une cure de probiotiques tous les 3 mois. Tous les Donc, 3 mois, d'accord. Ouais, je vois. OK. Donc ça c'est un truc c'est un bon message, en fait, à adresser que ce soit dans vos réseaux sur vos réseaux sociaux, par email et normalement, il y en a qui y répondent favorablement. Faut espérer. Mais ouais, c'est ça le secret des compléments alimentaires, c'est vraiment de créer cette habitude dans la vie des gens et pour ça, il y a rien à faire. C'est un message qu'il faut constamment, devoir, pas rabâcher, mais mettre, le plus possible en avant. après, il y a quelque chose aussi, enfin, sur lequel sur lequel on peut agir dans le sens où, mine de rien, les gens recommandent parce qu'ils ont senti les bienfaits. Oui, Si tu payes 40 € une cure, mais que tu vois pas les bienfaits, en fait, 3 mois après, même si on te dit d'en recommander, oui, bien tu vas sûr. pas en recommander. Et donc, enfin, nous, pour le coup, le secret, c'est avant tout ça, c'est que les gens ressentent les bienfaits, se sentent mieux, et donc naturellement, ils se disent euh, et ben je vais recommander parce que ça m'a fait du bien. Et en effet, j'ai arrêté pendant 2 mois et je sens que je suis un peu plus ballonnée ou que je suis moins en forme. Et donc pour moi, la clé avant tout, c'est ça dans les compléments alimentaires. Et On va il avoir un y a produit efficace. ouais, il y a des phénomènes de mode. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gummies et tout. Alors c'est sympa, on les achète une fois, on craque. C'est 20 €, on se dit qu'on va avoir des beaux cheveux, et au final, on finit pas la boîte, et en plus, les cheveux sont pas plus beaux, et donc le mois d'après, tu vas juste être tenté par une autre marque, mais tu vas pas racheter dans cette marque-là.
Ouais, je comprends. Je pense que pour Dijon, en tout cas, et pourquoi nos clients sont aussi fidèles, c'est pour ça. Et en l'occurrence, les questions auxquelles on répond, c'est plutôt, mais est-ce que je peux prendre des probiotiques tous les jours parce que vraiment, je me sens super bien. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai peur que les bienfaits disparaissent. Ouais, donc ça, c'est très bien pour vous sur le coup parce que, en effet, tu as aussi cette peur que si tu arrêtes d'utiliser le produit, que les effets s'en vont. Mm. Je comprends. OK. Bon, si on revient sur l'acquisition, parce que c'est un des sujets que je voulais aborder avec vous. Donc, au départ, si j'ai bien compris, en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que vous êtes développé de manière organique pendant un an et demi. Ça, c'est super parce que vous lâchez aucun euro sur l'acquisition. Donc, évidemment, quand on est autofinancé, on aime bien. Puis après, vous avez commencé tout doucement à faire de la publicité. Je présume que c'était sur Meta et peut-être Google ou juste sur Meta. Uniquement sur Meta au début. OK. Google, c'est arrivé quand on a commencé pardon, à se faire accompagner par une agence, mais au début, on faisait les ads un peu nous-mêmes. Ça Oui. nous bloquait d'ailleurs en termes de dépenses parce que faut faire attention quand tu es autofinancé à pas tomber dans le mindset non plus d'avoir peur de dépenser ton argent parce qu'à un moment, pour grandir, il faut investir. Oui. Donc au début Meta, en plus pendant la période confinement qui fonctionnait très bien, les ads et Google assez récemment. Après Google, on est un peu plus frileux, c'est pas notre non, vraiment les Facebook Ads, c'est notre premier canal de dépenses en termes d'acquisition. D'accord. OK. Et vous en avez d'autres? Enfin, un peu de Google, mais je suppose qu'il y a enfin, vous savez, il y a les autres plateformes comme Pinterest, TikTok, Snapchat qui sont un peu mises, qui sont un peu arrivées en 2021-2022. Moi, je suis pas hyper convaincu par ces plateformes-là, parce que c'est mon métier. Pinterest peut-être un peu, mais les 2 autres, pas fan. Je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, bah écoute, donc effectivement, on s'est lancé sur TikTok. On a fait des tests, mais ça n'a pas été très concluant. Mmh. En revanche, Pinterest, on l'a lancé récemment et les premiers résultats sont assez encourageants. Donc c'est un réseau qui est assez sous-estimé, mais Oui, qui est ouais, intéressant. vraiment. Si Surtout quand on voit que effectivement parfois sur Meta, les coûts d'acquisition sont super élevés et c'est super intéressant d'aller aussi diversifier justement ces canaux d'acquisition. oui, vraiment. Bah, sur Pinterest, enfin, moi, j'ai des clients qui le font et qui mettent même des UGC, donc sur Pinterest, donc des contenus, bah, qui marchent bien sur Facebook et on reprend tel quel et qu'on met sur Pinterest. Donc franchement, c'est un bon canal complémentaire à Facebook, je trouve. En plus, on le sait, Pinterest, il y a une bonne, niche, enfin, c'est une niche féminine, qui s'intéresse au bien-être, à la déco d'intérieur, à l'habillement. Donc voilà, c'est votre cible, je pense, sur le coup. Et Il y a une recherche de robe de mariage, donc c'est parfait. C'est notre cible. ouais, voilà, donc voilà, vous comprenez pourquoi je disais ça. Donc ouais, Pinterest, c'est bien et vous avez parlé du fait que parfois les coûts d'acquisition sur Meta sont élevés. Moi, je dirais de plus en plus tout le temps. Enfin, vous trouvez pas que, en 2023, c'est quand même pas mal plus dur qu'en 2020-2021 d'avoir des bonnes perfs sur le canal? C'est plus difficile. Alors déjà, il y a eu des gros sujets de tracking, hein, Oui, bien euh, sûr. Mmh. qu'on n'avait pas avant. Ça a pas mal changé la donne. C'est sûr que quand on s'est lancé, on avait des ROI qui étaient beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, ça reste un canal performant. Par contre, et c'est là où je pense que c'est plus difficile pour les marques qui se lancent, c'est que il faut mettre assez de budget pour justement faire décoller les performances. Et on peut plus. Nous, quand on s'est lancé, on faisait des petits tests avec vraiment des micro-budgets. Aujourd'hui, ça marche pas. Oui, genre Je 500 comprends. euros. Ça marche pas. On est obligé C'est un peu juste. d'avoir un gros budget pour être visible sur la plateforme. Ah, je veux bien peut-être que tu me dises, c'est quoi pour toi un gros budget? Parce que comme toujours, il y a chacun une version différente de ça. Non, mais alors un gros, c'est pas non plus un énorme budget, mais au moins entre, oui, il faut dépasser les 5 000 € par mois, quoi. OK, ouais, donc c'est quand même déjà pas mal. Ouais, 5 000 € par mois, tu peux déjà faire des belles choses. Je dirais quand même d'expérience que même avec 3 000 € par mois, 100 € par jour, tu peux faire des choses. Mais c'est vrai que tu peux pas non plus faire des miracles en termes de testing. Donc, enfin, toi, je pense que tu parles, à mon avis, de vraiment tester des choses, tester des angles, tester des personas, tester des gammes de produits, parce que je suppose que vous avez, à mon avis, testé un peu toutes les gammes de produits dans votre gamme actuelle pour voir ce qui répond le mieux. C'est clair que c'est pas un sujet évident. Est-ce que là, comme ça, de votre expérience sur Meta, qu'est-ce qui a tendance à fonctionner comme contenu publicitaire? Parce qu'on sait que c'est aussi ça qui fait qu'on peut réussir sur la plateforme. Ouais, j'allais dire, il y a 2 trucs en plus qu'on a observé, c'est Ouais, qu'il y a un stade de dépense idéal où tu as du mal à passer au-dessus et dès que tu montes plus, tu perds. Enfin, tu perds en toujours, rentabilité. ouais. Donc Mmh. ça, c'est aussi trouver, le bon rythme de croisière et la bonne dépense qui fait que tu optimises et que tu perds pas Oui. d'argent. Mmh. Et maintenant, on est obligé de refaire nos créas beaucoup plus souvent qu'avant. Ça, c'est vraiment Oui. le changement qu'on a observé, c'est-à-dire qu'il y a une lassitude qui va beaucoup plus vite. Avant, on faisait un set de créa d'ads pour 6 mois.
Ah ouais, non, Là, au minimum tous les 3 mois, on refait les ads. Donc ça, c'était hyper important. Du coup, c'était juste ma parenthèse. J'ai oublié la question d'avant. ouais, sur genre les contenus qui fonctionnent le mieux. Les contenus qui fonctionnent le mieux, c'est toujours le témoignage client, Ok. les témoignages face cam du client qui parle des produits, ça marche super bien. En fait, les gens ont envie de voir de l'humain. Oui, Il y a je comprends. tellement de produits qui passent maintenant. Quand on ouvre les réseaux, on est bombardé de pubs en fait. Donc, il faut avoir un message qui va capter l'intention de la personne. Et ce qui marche mieux, en effet, c'est l'humain. Et ce que disait Anouk au début du podcast, c'est le côté authentique et transparent. Les gens sont rassurés de voir des vraies personnes parler d'un produit qu'on vraiment testé et pas des acteurs qui font une publicité. Et Ouais, du coup, on n'attend plus ce côté super beau, super léché qu'on pouvait avoir dans les pubs classiques, c'est-à-dire que il faut que tu présentes ton produit de la plus belle manière, etc. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est le côté super authentique. Et donc, avoir une vidéo face cam d'un iPhone de quelqu'un, d'une personne lambda, pas maquillée, qui parle de son ressenti sur le produit, c'est ce qui a marché plus justement que ah ouais, une créa créée avec dans un un studio avec des studio, ouais. images et tout. En fait, ça, c'est moins impactant sur les pubs. Totalement Et d'accord. Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. élément de réassurance à fond. C'est-à-dire, si tu as eu un média, si t'es passé à la télé, faire une ad avec Mmh. Le TV, TF1, oui. M6, Vogue, BFM. Bah tiens, Ça, par exemple, c'est un vas-y. élément de rassurance qui est important. Et nous, on a fait pas mal d'ads, Post qui veut être mon associé. C'est Ok. interdit. Normalement, faut pas le Ah, faire. c'est vrai? Fais pas... Ok, d'accord. J'avais posé la question. Donc ça, vous pouvez pas prendre les extraits de Qui veut être mon associé ou alors peut-être un petit Moi, extrait de 10 secondes. on n'a Ok. toujours pas compris pourquoi d'ailleurs, Ouais, mais mais Ouais. quand on l'a fait, le peu de temps où on l'a fait, Vous l'avez ça dit, sent. ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais, non, c'est clair que les passages presse, ça aide beaucoup. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport à votre marque? Bah, c'est vrai que j'ai vu que vous avez pas mal de contenu organique intéressant sur Instagram, donc parfois des vidéos de vous, des belles photos. Est-ce que ça, vous récupérez pour les ads ou c'est vrai, ou ça reste quand même, on va dire, un contenu différent que vous créez à part? alors de plus en plus, ça dépend. Tu voulais dire? Non, je t'ai coupé. Non, non, Alors, il y a des contenus qu'on fait spécifiquement pour les ads, avec des messages ciblés. Par exemple, si on veut parler du diagnostic, enfin, il y a une manière quand même de travailler le Oui. message pour que la personne comprenne. Et du coup, c'est pas la même manière, c'est pas le même message entre un message ultra pédagogique sur Instagram, on va pouvoir écrire un texte long, etc., et une ads où il faut qu'on ait des mots-clés sur une image pour que la personne ait vraiment l'information de manière très rapide. Mais en revanche, effectivement, de plus en plus, on va se servir, par exemple, d'un contenu qui a bien marché sur Instagram. On va se dire, ah, ça vaut le coup, il faudrait peut-être qu'on teste en ads. Donc, il y a des ponts qui se font ouais, entre les deux quand même. Ouais, j'en doute pas, parce que franchement, j'ai été voir, il y a pas mal de trucs qui sont exploitables, je trouve, à la fois des vidéos et des photos. Tu parlais tout à l'heure des témoignages, donc c'est cette fois-ci des clients, donc ce ne sont pas des acteurs. Comment vous faites à justement avoir des témoignages vidéo, ce qui est pas facile? On me pose souvent la question. Là, je veux bien votre retour. Ah ouais, c'est pas évident. Écoute, on fait une opération séduction de la mort parce que les gens, ils sont hyper OK pour faire des témoignages écrits. Oui, Mais en ça revanche, c'est il s'agit d'être en vidéo, c'est très dur. OK. Bon, les jeunes clients sont plus OK, mais effectivement, c'est un challenge de réussir à recueillir des témoignages. Les gens sont pas toujours motivés, donc on les incentive en leur offrant un produit, OK. on les accueille au bureau, c'est l'occasion de nous rencontrer. Mais bon, ça fait partie de la démarche aussi de collecter des vrais avis, des vrais témoignages, ça passe par ça. Et bon, ça fonctionne. Après, effectivement, on n'en a pas 50, mais Ah bah, le fait d'en avoir déjà entre 5 et 10, c'est déjà super bien. Mais oui, je pense que ça résume assez bien, parce que moi je pense aussi, c'est que tu dois développer des relations avec les gens, les mettre à l'aise, éventuellement les inviter dans tes bureaux. En fait, j'ai déjà reçu, Louis de Merci Andy et il me disait Mmh. qu'eux, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils invitent les jeunes dans leur bureau et ils font des vidéos avec eux, quoi. Donc c'est Ouais. assez marrant. C'est vrai que plus tu as de la notoriété, plus les gens sont prêts à le faire. C'est-à-dire que en fait, le client, il va se sentir super honoré d'être invité, de venir nous rencontrer. Donc là, on commence à avoir un peu plus de notoriété, donc ça commence à être un peu plus facile. Oui, Mais effectivement, on s'adresse à des clients qui sont super fidèles et du coup, qui vont, comment dire, ils vont aussi se prendre d'une mission. Ils disent, OK, il faut que je jette Dijon ouais, à, c'est à faire ça. passer le message, mais c'est difficile et
On n'a pas recruté 10 000 personnes qui sont prêtes à le faire. Ça se compte sur C'est le doigt de la normal. main. C'est totalement normal, je pense. Par contre, je pense que j'ai l'impression, à vous écouter, que tout ce qui est le fait d'engager des acteurs, c'est pas trop votre, tasse de thé, sur le coup. Ouais, Non, après, on l'a fait hein, pour certaines pubs. On l'a fait, et puis ça marche aussi, mais c'est pas pareil. c'est pas pareil, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il faut vraiment trouver les bons, allez, j'aime pas dire acteurs, mais les bons créateurs. Et j'ai déjà vu des UGC qui ont été faits par des créateurs où je suis désolé, ça se sent que c'est pas totalement authentique. Après, pour autant, il y a des super créateurs qui sont passionnés par ce que vous faites, qui seront très ravis d'avoir vos produits gratuitement et d'en parler autour d'eux, quoi. Oui, Exactement. carrément. Et Donc voilà. d'ailleurs, je repensais à quand tu dis les coûts des ads ont augmenté. Nous, on n'a pas lié ça. On crée vraiment un écosystème qui optimise la conversion. C'est-à-dire que quand on paye pour emmener quelqu'un vers le site internet via une ad, il faut tout faire pour Oui, garder une trace, c'est-à-dire soit qu'il s'abonne à la newsletter, soit qu'il rentre dans notre diagnostic, soit qu'il achète directement. Et pareil, il crée un peu un effet de, tu vois, c'est un écosystème d'acquisition, c'est-à-dire que tu as les ads, tu as l'influence, tu peux avoir de la publicité classique, télé, affichage. Mais tout ça, ça crée un écosystème de notoriété qui fait que tu existes en tant que marque, que les gens te voient aussi peut-être chez tes distributeurs en physique. D'ailleurs, c'est un sujet pour les marques e-commerce d'être aussi présentes en physique et c'est notre cas. ça Et booste le digital. on a Mmh. vu un avant-après quand les gens ont compris qu'on était une vraie marque et qu'on n'était pas juste une marque d'Instagram. Ouais, franchement, j'entends de plus en plus de témoignages qui me disent, voilà, le fait d'être en physique, ça booste le digital et puis comme tu le disais, le fait d'être omnicanal, de faire de l'organique, de l'influence, de l'ads, plus la TV dans votre cas, c'est top, quoi. Genre, on peut pas faire mieux à ce niveau-là, mais ça demande du temps, l'investissement. Je l'ai pas forcément demandé, mais j'ai l'impression que vous êtes une équipe encore réduite, vous êtes pas non plus, 20-25 dans la boîte, plutôt une petite dizaine, si je me trompe pas? Ou, Ah ouais, moins même. un On peu est moins? trois CDI et deux alternants. OK, voilà, Et c'est ouais. précis. Et une stagiaire depuis peu de temps. OK, Mais du donc coup, on est... 8, OK. Plus les agences, les prestataires, donc Ouais, en OK, fait, d'accord. nous, on travaille avec beaucoup d'agences et de freelance. D'ailleurs, beaucoup d'agences depuis longtemps. C'est Ouais, vraiment plus que des agences, c'est des partenaires clés. Ça fait vraiment partie de la big famille Dijon. Et le recrutement, on est frileuse, hein, mine de rien, c'est autre chose. Donc, bon, on y vient parce ouais, qu'il faut, parce qu'il y a de plus en plus de travail et que pour se développer, il faut déléguer, il faut avoir des équipes. Mais c'est vrai que on arrive dans un stade de développement qui est un peu plus vertigineux, là où avant on était voilà les deux super copines qui montent la boîte de leurs rêves avec leurs idées et sans se poser de questions. C'était assez agréable parce je qu'on avait comprends, ouais. envie de tester et puis à ce moment-là, finalement t'as rien à perdre. Aujourd'hui, chaque décision est ultra pesante. T'as Ouais, pas rien à perdre, t'as déjà prouvé des choses, on a avancé et donc aussi, j'en reviens au point, mais recruter des gens, c'est une grosse décision. Nous, on a l'habitude de travailler à deux, c'est hyper fluide, on est assez fusionnel. Intégrer des gens dans ta mission, leur inculquer tes valeurs, c'est une sorte de, ouais, c'est un beau contrat et ça demande justement de faire des process qui sont assez longs pour être sûr de trouver la bonne personne. exactement. Bah, de toute façon, aujourd'hui, vous voyez qu'avec la taille de votre entreprise qui se développe assez vite, vous voyez que votre rôle, il change parce que vous êtes invité à faire des podcasts, vous communiquez, vous devez développer des nouvelles gammes de produits, vous devez être, vérifier si tout est OK au niveau de l'acquisition. Donc, de plus en plus, vous devez faire de plus en plus de missions et un jour, peut-être, vous aurez, peut-être quelqu'un qui s'occupe de l'acquisition à votre place, et pour que vous puissiez vous concentrer sur là où vous êtes les meilleurs. Oui, mais on a trop envie de ce stade et on y est. Mais effectivement, ce que Faut recruter. Lisa voulait dire, c'est que effectivement, transmettre cette philosophie entrepreneuriale, ça prend du temps. Nous, on a envie vraiment de prendre plaisir à travailler pour Dijon et c'est vraiment cette philosophie qu'on essaye d'inculquer, le fait de beaucoup aimer accompagner les gens. Donc voilà, on travaille aussi avec des gens qui ont des coups de cœur comme nous pour ce type de projet. Mais Ouais, on a trop envie d'agrandir l'équipe très vite. On vient de prendre un bureau avec 10 postes vides là, il faut qu'on les ouais, remplisse. ouais, donc c'est en plus, vous êtes sur Paris, c'est ça? Mm. Ouais, donc c'est pas donné sur Paris, ça coûte vite cher. Enfin, on m'a déjà dit un peu les prix sur, les bureaux de 10-15 postes, voilà, ça a un coût, on a envie de le rentabiliser, mais pour autant, il faut pas recruter pour dire de recruter et je pense que vous connaissez toujours l'adage quand on recrute, c'est de recruter des personnes selon leurs valeurs et à quel point ça fit avec, votre mission et votre personnalité, plutôt que de recruter uniquement sur les compétences. Exactement. C'est sûr, quand on est une petite structure, chaque profil est clé en fait. Mmh. C'est ce qui rend effectivement, il faut chercher la pépite parce que
parce que chaque personne a un rôle qui est vraiment déterminant dans l'équipe. Elle va vraiment participer au développement de Dijo. Et donc, le pro est super important, mais effectivement, le perso, les valeurs sont aussi importantes que les compétences professionnelles. Ouais. Après, ce que je trouve intéressant chez vous aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez pas mal de prestataires, de partenaires externes. Enfin, moi, je suis un partenaire aussi, donc je connais, je comprends ça. Parce qu'il y en a qui oublient, en fait, à quel point c'est important de miser sur les bons partenaires externes. Parce qu'entre avoir quelqu'un pour gérer ton acquisition en interne, en CDI, ça te coûte vite cher et la personne ne fera peut-être pas tout ce que peut faire un partenaire pour le même prix que vous payez aux partenaires. Donc ça, c'est aussi intéressant, que ce soit pour des sujets acquisition. Vous avez parlé un peu, je pense, de conversion sur le site web. Donc moi, j'appelle ça le CRO, email marketing, logistique. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide en plus. Donc on peut quand même bien se développer sans forcément avoir 10 salariés dès le début, quoi. Oui, puis c'est une question d'expertise aussi. C'est-à-dire Mm. que nous, on travaille avec des agences qui ont une expertise qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir en interne, Oui, jusque-là. Surtout qu'on est resté effectivement 2 pendant longtemps. Et de travailler via des agences ou via des freelances, ça nous permettait de capter ce savoir qu'on n'aurait pas pu internaliser au moment où on ça était aussi, ouais. autofinancé. Ça, c'est assez important. Ouais, ça aussi. Ok. Il y a autre chose que vous voulez voir sur la partie acquisition. C'est quoi vos challenges peut-être sur cette année? Est-ce qu'il y a, enfin, parmi tout ce qu'on a dit? Alors notre challenge, c'est qu'on aimerait bien faire de la publicité à la télévision, parce que c'est Ok, vrai que Post qui veut être mon associé, on a senti qu'on n'avait jamais fait d'action assez grande, enfin peut-être de grande envergure. Pour te dire, avant fin 2022, on se dit ça se trouve on est trop niche, on n'arrivera jamais à faire 1 million de chiffre d'affaires par mois. Là, notre passage télé, ça nous a prouvé que c'était possible, et donc voilà, on a envie d'aller chercher ça en ouais, mettant les projets en place nécessaires. ok, compris. Bien sûr, on revient sur Qui veut être mon associé. Donc, moi, je vous ai vu sur Qui veut être mon associé. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vous ont vu. Je sais pas, peut-être que vous connaissez les audiences sur le coup. Oui, bah, il y a eu plus de 2 millions de 2 millions. téléspectateurs. Ouais. Ok, ouais, c'est énorme, 2 millions quand même. Donc là, réparti sur uniquement la France ou alors sur tout? Principalement la France, ouais, quand même. Ok, d'accord. Parce que moi, je suis en Belgique, donc j'ai quand même vu le truc. Donc je sais pas Ouais, si c'est compté dedans, tu vois. Pays francophones, en fait, t'as Belgique, Suisse, mais comme c'est pas traduit, après, c'est Ok, limité. mais ok. c'est 2 millions Tout global, compris. tout compris. Ouais. Ouais, 2 millions de personnes, ça fait quand même une sacrée audience que ça coûterait assez cher aussi si on devait la toucher sur Facebook pendant une demi-heure, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que c'est un pitch qui, je trouve, a été assez touchant. Je pense que vous avez eu la grosse décision de lever ou non des fonds, parce qu'il y avait une offre sur la table qui était là. Je sais plus c'était de qui d'ailleurs, c'était Il y a de... Richard Chevet et Delphine André. Ouais, mais c'est ça. Et alors que Anthony Bourbon, vous avez dit oui, je vous adore, mais j'ai pas financé. Je sais plus pourquoi il avait dit ça. Il avait des parts dans une Ah autre marque oui, alimentaire, ouais. c'est ça. Donc vous aviez deux offres et vous avez dû vous décider. Vous êtes allé dans le sas, vous avez dû prendre une décision, je pense, assez rapide, comme vous m'avez dit, que vous n'avez pas forcément trop le temps d'y réfléchir, et vous avez dit non. Donc à l'offre je pense que c'était quand même 100 ou 200 000, 100 ou 200 000 euros, si je dis pas de bêtises. 150? C'était 250 000 euros 150, ok. Contre contre 10%. non proposé contre 8%. Ok, d'accord. Ok. Et eux, c'était Et, plus. et eux nous ont proposé 10%. Ok, Donc ça fait. d'accord. Donc ça s'est joué quand même à peu, mais eux, ils sont pas allés vers vous et vous, finalement, vous avez décidé de ne pas lever des fonds. Mais Ça, c'était en. Ouais, ça s'est fait jouer à une question de pourcentage, en fait. Je pense, comme tu dis pour le recrutement, je pense pour les investisseurs, c'est pareil, il faut avoir un fit. ouais, Et on sent pas ce qu'ils peuvent nous apporter, en fait. Sur le moment, Delphine André, elle propose de mettre Dijon dans ses hôtels, mais si tu veux, ouais, c'est pas un projet d'avenir pour Dijon de se dire on va être dans les hôtels de Delphine André. Et Éric Larchevêque, je pense, il y a une bonne ambiance sur le plateau quand on passe, c'est assez convivial, les gens rigolent. Et donc lui, il dit, moi, j'y connais rien, mais je demanderai à mon copain Anthony Bourbon des conseils pour vous aider. Ah ouais, je me rappelle, Et, ouais. et je pense qu'à ce moment-là, là où on a été un peu débutante et un peu impressionnée, c'est qu'on aurait dû leur dire, bon, maintenant, trêve de plaisanterie, c'est 10%, donc qu'est-ce que vous voulez nous apporter contre 10%? Oui, Pour qu'ils nous disent vraiment. Et du coup, là, nous, on l'a pas senti, enfin, on s'est dit non, bah, vu ce qu'ils disent, ça nous a un petit peu bloqué, et du coup, t'es stressé, ça va très vite, du coup, on prend la décision de dire non. On aurait pu aller plus loin si on avait été, je pense, à l'aise dans la négociation. Mais le fait est que t'es sur un plateau télé, t'as des éclairages, ça fait 6 heures que t'attends pour passer, t'as 50 personnes derrière en train de te regarder. Et c'est très impressionnant. Et puis, cette décision, elle se prend en 3 minutes chrono. Et du coup, il se passe ce qui se passe. C'était peut-être pas le scénario idéal
qu'on aurait pu imaginer. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Il faut pas avoir de regrets. Après coup, ça nous a apporté plein de choses. Mais voilà, c'était pas une histoire de pourcentage, c'était vraiment une histoire de feeling. OK, c'est bien compris. Ouais, c'est clair que c'est important, comme tu disais, de sentir que l'investisseur qui va venir avec son argent sait comment il va développer ton entreprise et te donne un vrai plan ou en tout cas au moins un réseau qui peut te servir. Parce que parfois, je pense que Jean-Pierre Nadir, il disait: «Bah, voilà, si tu veux, moi, j'ai plein de, je vais dans le tourisme, je peux facilement t'ouvrir, des voies là-dedans», à des marques qui étaient dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que dans votre cas, c'est peut-être pas le fit idéal. Peut-être avec Anthony, mais bon, Anthony était déjà pris, sur le coup. Voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que, enfin, nous, on y allait vraiment pour justement trouver quelqu'un qui va nous apporter du conseil, son réseau, Ouais. et qui Mmh. soit quand même convaincu par la mission. Et dans leur proposition, on n'a pas senti en fait cette partie justement accompagnement, cette partie aussi envie de rejoindre ce projet-là. Et nous, bah, c'est notre bébé. On a construit cette entreprise avec nos tripes. On y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et on a en face de nous des gens qui nous font une proposition financière Ouais. derrière laquelle en tout cas sur le coup, on ne perçoit pas la proposition d'accompagnement. C'est ce qui nous manque, comme le dit Anouk, on est aussi hyper stressé sur le plateau, et du coup, on Ça se n'arrive voyait, ouais. pas à le Mmh. formuler parce qu'on est juste hyper impressionné. Mais du coup, il nous manque ça pour justement être convaincu et dire oui à l'un des investisseurs. Mmh. OK. Et Ouais. pareil, en fait, il tourne la chose de façon à ce que tu aies l'impression de devoir te justifier pour négocier quelques pourcents. Et après, on s'est fait critiquer en nous disant pour 2%, vous êtes loupé, vous êtes passé à côté de Éric Larchevêque ou truc comme ça. Mais t'as envie de dire, bah, lui aussi, pour 2%, il est passé à côté de nous, mine de rien. Parce Oui. que lui, s'il a vraiment une appétence pour le projet et qu'il pense qu'on va tout Ouais. déchirer, bah, Ouais. pourquoi C'est pas 2 qui sont censés le freiner. C'est ça que tu veux Ouais, dire? exactement. Et là, les gens, ils inversent souvent la tendance en disant pourquoi ils sont posés la question pour 2%. Bah, faut remettre aussi l'église au milieu du village. C'est pas parce que les investisseurs ils négocient que. Après, certaines valorisations justifient ce type de négo dans les profils qu'on peut voir sur le plateau. Mais là, en Ouais. l'occurrence, Vous aviez quand même justifié des bénéfices, hein, quand même, mine de rien, vous avez quand même mis en avant la rentabilité. oui, on arrive, on a une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 250 000 euros de résultat net. Donc, Ouais, c'est pas mal. on n'a pas trop à rougir et on est peut-être un Oui, peu plus avancé en termes de business que d'autres entreprises qui passent. beaucoup, ouais. Et ce qui a fini de nous braquer, c'est que quand Éric Larchevêque il nous demande où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, c'est-à-dire que lui, s'il rentre, il faut qu'il prévoie une sortie, qu'on vende la boîte pour voir son retour sur investissement. Et nous, Dijon, enfin, c'est l'aventure de notre vie. On se dit pas dans Vous pouvez 5 pas le ans. vendre, ouais. Mmh. Et voilà, du coup, Non, franchement, on ça fait totalement sens et tu parlais du fait qu'il y avait peut-être eu des critiques. Comment vous avez vécu ça, du point de vue, de ce que les gens disent? Est-ce que vous avez réussi en quelque sorte à gérer cette partie-là? Je pense que quand on avait parlé en off, vous avez parlé du fait que vous avez posté sur LinkedIn et que ça vous a aidé pour éviter d'avoir le petit coup de mou, des critiques sur internet? Exactement. Bah, le lendemain de l'émission, on a pris la parole sur LinkedIn pour expliquer notre décision de la même manière qu'on l'a faite là avec toi à l'oral. Et je pense que du coup, ça nous a vraiment servi pour que les gens comprennent notre démarche, parce qu'il faut pas oublier qu'on reste plus de 3 heures sur le plateau. M6 choisit les images, donc nous, en fait, jusqu'au passage de Ah, l'émission, on n'a aucune idée de quelles images vont être retenues, comment ils vont tourner l'histoire, comment ils vont tourner les échanges. Et donc, on a la main sur rien. On n'a pas la main non plus sur les articles qui vont sortir sur nous. Et la seule chose sur laquelle on peut vraiment s'exprimer, c'est les réseaux et c'est LinkedIn. OK. Et typiquement, on a fait une interview avec un journaliste où on explique la démarche, et finalement, l'article qui sort dit l'inverse de ce qu'on a dit. Ouais, ça, c'était un Et un peu peu, chiant. J'ai entendu la presse ouais, maintenant. ouais, elles sont venues pour faire un coup de pub, enfin bref. Et du coup, LinkedIn, ça nous a vraiment offert tribune. cette tribune exactement pour nous exprimer. Et au final, on a fait effectivement plus de 2 millions d'impressions aussi. Ah Donc ouais, c'est vrai? Ah, c'est bien ça, 2 c'était 000 d'impressions, c'est quasiment, bah, les 2 millions peu, de hein. que vous avez fait sur, Avec nos posts, enfin ouais, ensemble. mmh. Et c'est vrai que ça a été enfin c'est vraiment bénéfique pour ça, LinkedIn. Tu as la liberté d'utiliser tes mots et tes messages, et pas les autres parler à ta place. Ouais, je vais vous en parler après de LinkedIn, hein. Franchement, je trouve que vous faites un bon travail là-dessus et du coup, suite à ça, quelles ont été les retombées sur votre marque? Peut-être la première semaine, puis après 1 mois, puis après 2 mois? J'aimerais bien comprendre un peu. Est-ce que c'est vraiment un truc où tu vois un effet juste
une semaine ou est-ce que tu le vois encore peut-être aujourd'hui? Parce que là, ça fait quoi? 3-4 mois? Depuis janvier, février, donc 3 mois. ouais. Je sais pas si c'est un bon souvenir parce que là, on sort vraiment d'un tunnel de 3 mois parce que les 2 premiers jours, tu dis: «Waouh, c'est dingue, l'effet» et quand tu vois que ça s'arrête pas, tu te dis: «Ouh là OK. là, merde». C'est après Parce il faut livrer. Bah là, pour te dire, on était présent donc sur notre site internet, sur Amazon, chez nos distributeurs. On est sold out partout en 3 jours. Alors qu'on avait quand même anticipé du stock. Hein. On Oui, avait vraiment prévu ce que font les candidats d'habitude, je pense autour de 100 000 200 000 €, euros ouais, ouais. autour de l'émission. Nous, au bout d'1 mois, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on attendait et du coup ça en est suivi toutes les galères logistiques, réapprovisionnement, les clients qui sont pas contents avec les retards Ouais, de livraison, un changement d'échelle en fait parce que ça s'est pas vraiment ralenti depuis. Alors on fait pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis 3 mois. C'est vrai mais qu'on reste sur un trend qui est multiplié par 4 ou 5 par rapport à avant l'émission. ouais, c'est quand même énorme. Parce que si vous faisiez 1 million par an l'année passée, ça fait plus ou moins 83 000 par mois. Donc là, oui, c'est quand même pas mal en termes de trend. OK, ça va pas être facile à gérer. Et au niveau de la strat digitale, qu'est-ce que vous aviez mis en place pour le passage sur M6? Parce que, comme vous le savez, ben, les gens regardent, en même temps, ils vont sur le site web. Est-ce que vous avez mis en place une action marketing ou quelque chose comme ça qui permettait aux gens de, on va dire, plus facilement commander? Oui, carrément. Déjà, on avait sur le site mis en place, donc on l'a toujours, mais le fameux pop-up pour récolter des adresses email. C'est un gros levier pour nous. Aujourd'hui, OK. euh, on a quasiment 200 000 mails. Waouh! Donc c'est énorme. C'est énorme. 200 000 mails. Donc là, vous offrez quoi? Moins 10%, c'est ça? J'ai plus Exactement. souvenir. OK, d'accord. Bon, bah voilà, pour ceux qui nous écoutent. Ouais. On a environ 60 000 clients uniques. Ouais. OK, compris. Donc ça, c'était l'action. Donc Ouais, sur le site web. exactement et comme le disait Anouk tout à l'heure, en fait, on prépare, les ads avec le passage dans l'émission, pour que juste après l'émission, les gens nous voient. On prépare le site internet aussi avec l'image de notre passage et en fait, tout ça, du coup, dès que les gens arrivent sur le site, comprennent que c'est la bonne Oui, marque, au bon endroit, ouais, 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 c'est c'est super très important. important. Parce qu'effectivement, ils voient le nom de la marque, ils vont écrire Dijon probiotiques, si ça se trouve Dijon, ils vont pas écrire de la bonne manière, et donc ils ont jamais vu la marque, et donc quand ils arrivent, il faut qu'ils comprennent directement qu'ils sont sur le site de la marque qui est passée sur M6. Donc je suppose, vous avez avec peut-être des photos de vous, une vidéo ou quelque chose comme ça? Oui, alors c'est gros conseil pour les candidats qui passent, c'est de faire plein de contenu le jour de l'enregistrement pour l'utiliser en Ouais, préparation du passage, mettre sur le site internet, sur les réseaux sociaux pour que les gens voient que c'est bien la marque qui est passée sur le c'est ça plateau. et même avec les mêmes vêtements pour que directement tu vois, Exactement. ouais. Toi, tu étais en vert, je pense, je me rappelle, Anouk, je Ouais. pense. Ouais, sur le Chemise coup, tu verte m'as dans un pull blanc. ouais, Mais effectivement, on avait préparé, on avait fait toute la semaine, enfin même 15 jours avant, beaucoup de contenu. Déjà pour réexpliquer l'histoire de la marque, le message, l'émission. On avait aussi fait du teasing avec le contenu de l'émission où on nous voyait. Et en fait, tout ça a fait que quand les gens se sont connectés le jour J, directement, ils nous ont retrouvés avec, comme tu disais, les mêmes vêtements, la même tête. ouais. Ouais, Mm. c'est trop important, mais c'était moi, enfin, je l'ai vu, hein, sur le coup, donc je sais ce que vous avez plus ou moins ce que vous avez fait, donc c'était intéressant. Par contre, niveau retargeting, je sais pas si vous avez adapté vos publicités pour l'occasion. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est de faire en sorte que si quelqu'un quitte le site, il vous revoit sur Google, sur Meta, enfin Facebook, Instagram, avec des ads qui rappellent en fait le passage TV. Oui, oui, on a fait plein de retargeting et surtout, point essentiel qu'on n'a pas dit, c'est que 98% du trafic, il est mobile Oui. le soir de Théma. Mmh. Et du coup, faut vraiment avoir un site méga responsive. C'est hyper important. Enfin, c'est la clé, C'est la sinon les clé, gens ouais. sont Mmh. de côté. Et il y a un truc qu'on aurait pu optimiser, c'est le côté distributeur, c'est-à-dire d'avoir un onglet peut-être qui permette aux gens qui souhaitent de distribuer, d'avoir un truc, un process un peu Ah automatique. oui, Parce que bon, nous, c'était pas encore notre cœur de métier en 2022. Ça représentait que 10% de notre chiffre d'affaires, mais depuis qu'il va être mon associé, on a énormément de demandes pour le physique. Et le soir de l'émission, notamment, on a dû recevoir 150 messages de gens qui souhaitent nous distribuer, des pharmacies, des concept stores. ça, c'est trop bien. Et ça, c'est un truc, par exemple, on a un peu passé à côté parce qu'on a dû les traiter tous à la main après coup. Bon, de toute façon, on n'avait pas de stock pour les livrer. Mais ça, c'est un truc à pas louper, surtout si on est sur un mix, enfin, multi-canal de distribution en tant que marque. C'est assez important de pas louper ça, quoi. Ouais, je comprends. Ben là, vous l'avez pas totalement loupé parce qu'ils vont vous contacter, ils vont trouver un moyen de Oui. vous contacter, mais peut-être qu'il y en a peut-être 150 autres qui n'ont pas trouvé un moyen de vous contacter, donc
Ok. Peut-être. Ce sera pour l'année prochaine. Ouais, ouais, de toute façon, si vous pouvez repasser à la TV, et c'est vrai que comme vous parlez de challenge pour 2023, c'était passé 1 ou 2 fois à la TV, tu peux repasser une 3e fois. Donc ça doit passer. Mais après, là, c'est pour faire une publicité TV, je suppose. Ouais, et puis alors, qui va être mon associé, ils ont un format où ils recontactent les marques qui sont passées l'année Ouais, pour je regarder, vois. pour voir où elles en sont. Donc on croise les doigts pour être Ah ouais, c'est sélectionnés. ça. Et est-ce qu'ils recontactent les marques justement qui ont dit non sur la levée de fonds? Ça, je sais plus. C'est vrai que dans le... Ouais, écoute, ils nous ont recontactés pour prendre des nouvelles, donc on croise les doigts pour que ça porte ses fruits. Ok, top. Non, mais il y a peut-être moyen, je sais pas. Donc on verra pour la saison 4, on verra tout ça. Touche du Ok. bois. Ouais, il faut toucher du bois. Ok, bon, je vois qu'on avance bien dans le podcast. Je voulais parler peut-être de la partie email marketing et vous m'avez parlé du fait que que vous avez lancé une nouvelle gamme de produits de prébiotiques et que dans le même temps, vous avez lancé un programme ambassadeur. J'ai vu la vidéo avant le podcast. Je ne vais pas tout restituer ce que vous avez dit, mais ça serait intéressant que vous m'expliquiez un peu ce lancement et dans le même temps, le programme ambassadeur qui va avec. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu avant et qui a l'air de justement inciter vos clients à s'inscrire au programme afin de référer d'autres personnes. Tu veux y aller? J'ai parlé la dernière fois, ça ton tour. Ouais, donc en effet, pour ce lancement produit, on voulait finalement reproduire un peu l'effet campagne Ulule de lancement produit avec la communauté. Ouais, C'est vraiment ce qu'on adore, ce qu'on adorait avec la campagne Ulule, et on a cherché un moyen de le reproduire, mais avec notre stade d'avancement. Et donc, on a utilisé une plateforme qui nous a permis justement de créer un programme ambassadeur qui permettait à chaque personne qui parrainait justement des proches de remporter des bons d'achat. Et ok. ensuite, plus la personne parrainait de proches, plus son bon d'achat augmentait. Il y avait 4 paliers en tout. Ça commençait à 15 € et le bon d'achat maximal était de 500 €. Ouais, franchement, c'est très bien ça donne envie. Et La c'est juste un mail, c'est Voilà, pas un la achat. promesse est super parce Ouais, que quand on parle de parrainage, on n'attend pas que la personne qui est parrainée fasse son premier achat comme ça l'est d'habitude. On attend juste qu'elle donne son adresse email. ça c'est Euh, bien. Exactement. Et donc, on a fait cette campagne justement pour lancer ces nouveaux produits avec la communauté et créer un peu cet effet boule de neige où en fait chaque ambassadeur, enfin chaque client devenait vraiment ambassadeur de Dijon et ambassadeur de cette mission du ventre pour justement aller chercher autour de lui 5, 10, 15, 20, 40 personnes qui allaient renseigner leur adresse email. C'est la première fois qu'on le faisait. C'était un beau succès. C'était un beau succès parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais on a récolté beaucoup d'emails. Et Ouais, en plus, le lancement de la nouvelle gamme s'est très bien passé. Il faut savoir que le lancement produit, c'est quelque chose qui est pas facile. En toute bien sûr. transparence, Ouais, nous, au début, on pensait vraiment que nouveau ça allait produit faire. suffisait à faire en sorte que ton produit explose le jour du lancement, mais C'est pas ça ne s'est toujours pas comme ça. C'est un truc, c'est un marathon. On m'a déjà dit que, enfin, j'ai eu quelques marques qui m'ont dit, il faut pas lâcher quoi. Faut pas lâcher le faut truc. pas lâcher. Donc au début, on se disait mais comment c'est possible, on est nuls. On a 200 000 adresses. Comment c'est possible? Est-ce que les gens, ils ont besoin de voir des messages, de recevoir des Exactement. emails? Ouais, Exactement. Et donc là, pour la première fois, on a enfin réussi, après 4 ans, un lancement produit grâce à toutes ces communications, grâce justement à la vidéo. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que justement le côté lancement communication, il faut pas, enfin, c'est pas du one shot, quoi. C'est du long terme. La campagne, elle a duré 3 semaines quasiment. On a fait du teasing avant, donc on va dire qu'il y a eu 1 mois de communication avec des messages tous les jours sur la nouvelle gamme. Et ça a été, les gens ont adoré ce modèle de parrainage. Justement, c'était super bien reçu. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur justement le fonctionnement parce que les gens finalement connaissent assez peu. Le principe de la campagne où tu as l'impression que pour gagner des bons d'achat, tu dois faire des trucs beaucoup plus importants. Donc je pense que on va réutiliser encore ce concept pour les prochaines fois pour vraiment éduquer les gens et que ça devienne un peu une habitude. Mais pour nous, il n'y a rien de mieux que d'utiliser nos clients comme ambassadeurs de la marque. Un client convaincu, c'est vraiment le meilleur prescripteur pour acquérir des nouveaux clients. c'est clair. Ouais. Ouais, il y en avait quand même 60 000, donc c'est pas rien. Parce que là, vous envoyez ce mail-là à vos 60 000 clients ou aussi à tous les abonnés de la newsletter? À tous les abonnés.
Ouais, donc ça fait quand même 200 000 personnes, donc c'est pas rien. On n'en avait pas 200 000 encore à ce moment-là, parce que Ah, ça ok, nous a d'accord. un peu gagné. Mais effectivement, c'est la clé, en fait, c'est de rendre le prospect ou le client, parce qu'on a Ouais, aussi converti des nouvelles personnes qui n'étaient pas clientes, bien sûr, de ouais. les rendre acteurs. Parce qu'aujourd'hui, tu es vachement passif, tu es hyper sollicité, tu vois de la pub toute la journée. Et là, quand il y a une marque qui te propose d'être acteur, ambassadeur, de porter une mission, le rapport, il change. C'est pas je suis harcelé de pubs, de promos, machin. C'est en Oui, fait, je me bats pour la marque, j'ai envie d'aller avec elle, j'ai envie de faire l'aventure. Et ça change tout dans le rapport que nous, on a avec nos clients. Et c'est hyper fort et c'est hyper engageant. Et aujourd'hui, les conclusions qu'on tire, c'est qu'effectivement, les gens connaissent pas trop le concept. Donc, faut vraiment retravailler la pédagogie de t'as juste à aller collecter des emails si tu veux gagner des bons d'achat. Après, le truc sur lequel on a été assez agréablement surpris, c'est qu'on pensait pas que les gens passeraient autant de paliers. Parce que tu vois, aller demander 2-3 mails à gauche à droite, ça va, mais là, on a beaucoup de gens qui ont passé 10 mails chacun, ok. en fait. Ouais, c'est quand même Donc, beaucoup ça. Parce que là, hmm, les gens, ils se prennent vachement au jeu et ils sont très intéressés d'avoir un bon d'achat pour sa marque. Donc ça, c'est vraiment le point super positif qu'on retire de cette campagne. Effectivement, on n'a pas forcément réussi à emmener tout le monde dans l'aventure de faire ça. En revanche, ceux qui ont joué le jeu l'ont joué à fond. d'accord. Ouais. Et là, vous avez pu mesurer un peu le nombre d'adresses email qui sont arrivées de vos parrains? Oui, parraines. Ouais, on en a eu quasiment 20 000. Ok, c'est quand même 10% de la base, quoi. C'est quand même bien. Oui, pour les gens qui connaissent les métriques dans les bases mail, même de taux Ouais. d'ouverture et tout, c'est pas mal. Ouais, ouais, je sais pas, vous avez les stats des taux d'ouverture sur la campagne d'ambassadeur ou vous les avez pas? Ah non, on les a pas sortis, Ok. enfin, de manière... Nous, on a les chiffres du lancement et là, pour le coup, alors en moyenne, on est déjà à quasiment 40% de taux d'ouverture Ouais, et les mails de lancement, on est à plus de 50%. ouais, c'est très correct, c'est plus de 50%. Donc Ouais. ça veut dire que la base est saine et qu'il n'y a pas des gens qui Ouais, se sont et ça veut endormis. dire que les gens attendaient le lancement et qu'ils ont Mmh. voulu ouvrir le message, donc ça, c'était un bon indicateur. Ah oui, Ouais, à fond. d'ailleurs, il Ouais, faut qu'on ait sa base mail régulièrement. C'est-à-dire j'allais que dire, ouais. Mmh. on leur propose genre salut, t'as je sais pas tant de bons d'achat ou tant de pourcentage si tu veux commander, ou sinon on te propose de sortir de la base parce que ça a un coût en fait. Vraiment trop intéressant. Ouais, j'avais posé la question, c'est quand on a autant d'emails, enfin moi j'ai une base d'emails de 30 000 aussi, donc je sais que je dois régulièrement faire le nettoyage de tout ça. Vous le faites également, sauf que là sur le coup vous faites carrément une incentive en plus pour rester. Intéressant. Bah alors c'est un peu en mode t'achètes, enfin c'est pas t'achètes tout de Non mais suite, c'est hein, normal. c'est un peu, pourquoi t'es encore là si tu Ouais, nous bien lis pas. sûr. Mais je On- suis d'accord avec toi, hein. Moi je suis d'accord avec toi, c'est du marketing aussi. Faut savoir mettre le curseur là où il faut. À partir du moment où tu es dans une base email, c'est forcément que tu es intéressé par les offres qui vont arriver, par le fait d'être intéressé par les nouveautés, ou alors tu veux juste du contenu gratuit et c'est possible. On a que genre la newsletter de La Fourche, c'est une newsletter assez éducative sur le bio, et derrière ils vendent aussi leurs produits. Donc il y a un peu les deux. Mm. En termes de com sur votre base mail, qu'est-ce que vous faites généralement? Est-ce que vous faites des coms régulières ou c'est comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on envoie en moyenne 1 à 2 emails par semaine. OK, très correct. Donc au total sur le mois, oui, on est autour de 6 emails. Après, ça peut un peu changer s'il y a des opérations Ouais, spéciales. Et donc là, il y a différentes thématiques, mais il y a donc le côté très pédagogique où justement, bah, on en profite pour présenter des produits, pour donner des conseils, et de temps en temps des offres promotionnelles. d'accord, je comprends. Ouais, et vous avez quoi comme flow automatisé qui sont en place? Donc à part le traditionnel relance de panier abandonné? Bah, on a l'email de bienvenue, Ouais, effectivement, les relances paniers. On a aussi des relances qui sont faites en fonction du moment où tu as acheté, c'est-à-dire quand tu as mmh, terminé ta cure, on va te oui, contacter pour savoir comment ta cure s'est passée. Dans l'email de bienvenue, justement, on donne des conseils une fois que la personne a reçu sa cure pour adopter les bons réflexes pour justement optimiser les bienfaits de ses produits. d'accord, ouais. Donc voilà, on a 4-5 flows automatiques, au total qui sont plutôt les flows classiques, hein, comme je te disais, Ouais. bienvenue, Post-achat. post-achat, panier abandonné. Et aussi celui où tu essaies de relancer les clients qui n'ont plus acheté Exactement, depuis 6 mois ou 1 an, ou voilà. exactement, Mmh. ouais. Ça devient enfin votre stat, ça devient important parce que vous avez des clients qui ont peut-être acheté il y a 2 ans et qui n'ont plus rien acheté depuis et c'est un peu dommage. Mmh. Mm.
Ok. Le mail, c'est 30% de notre chiffre d'affaires. Ah ben, j'entends de plus en plus cette stat qu'on me dit c'est 20-30% de mon chiffre d'affaires. Enfin, je suppose que vous avez cette information de Klaviyo ou d'un autre, Le d'un autre clavier, ouais. de Klaviyo, ouais. Ok. Ouais, enfin, nous, vraiment, les journées où on envoie une newsletter le matin, ça se voit directement sur le chiffre d'affaires. Les journées sont pas les mêmes. C'est clair. C'est pas franchement, je trouve que l'email marketing, c'est pas du tout à négliger et chaque année, on met l'emailing comme étant mort et à chaque fois, ça revient en force, quoi. Ah ouais, non, c'est un super levier. Ouais, mais nous, on l'a fait en plus un On peu a par fait hasard. ça, ouais. C'est quelqu'un qui nous a démarché sur LinkedIn et qui nous a Ouais, dit faites-moi confiance, en 3 mois, le mailing représentera 30% de votre chiffre d'affaires. On t'en prend, ok, vas-y, on signe pour voir. Et c'est vrai. OK, ça, c'est top. Non, mais ça, c'est top parfois enfin, moi, je suis d'accord avec la personne qui vous a démarché, c'est que, on néglige l'email marketing. Tu disais? On peut l'appeler Thibaut, on travaille encore avec lui. Donc, Thibaut, ah, je connais pas. Enfin, c'est Thibaut comment? Thibaut Sagnier, sa boîte c'est Emailio. Ah non, celui-là, je connais pas. Je connais Email Club, je connais Standard Ecom. Enfin, il y en a de plus en plus. Franchement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences d'email marketing qui se créent parce que ça devient vraiment un sujet. Tout comme ce que je disais tout à l'heure, le CRO, c'est aussi un truc qui revient pas mal sur la table. Mm. OK. Bon, il nous reste le sujet LinkedIn, comme je vous disais. Donc, vous êtes devenus des demi-stars sur LinkedIn maintenant, avec les 2 millions d'impressions. C'est vrai, 2 millions d'impressions, il y en a, ils font moi, je fais 2 millions d'impressions par an, donc j'aimerais bien faire 2 millions d'impressions en un poste. C'est l'effet Hem, qui peut être mon associé, après Oui. ça retombe. Hein. Ça aide et c'est très bien. Ouais, bah, peut-être, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça retombe vraiment beaucoup ou est-ce que vous avez quand même senti un petit avant et après, là aussi, sur LinkedIn, au niveau de la portée de Mais vos posts? après, ce qui est sûr, c'est que LinkedIn, il y a un côté de base qui est la notoriété. C'est-à-dire qu'effectivement, qui veut être mon associé, c'est nous apporter une notoriété qui nous a quand même propulsé et qui nous permet de faire beaucoup plus d'impressions aujourd'hui que ce qu'on aurait fait si on ne serait pas passé dans l'émission. Mmh. Après, le côté, effectivement, 2 millions d'impressions. Mmh. Encore une fois, je précise à deux, hein, en additionnant Oui, nos je deux comprends, ouais. postes. Ouais. Lisa, elle est modeste parce que le sien, il a fait 1,5 million Ah, le tien, d'impressions. elle fait 500 000, OK, d'accord, ouais. Ça, pour le coup, ça n'est arrivé qu'une fois et c'était vraiment l'effet qui veut être mon associé, à un moment où les gens, en fait, sont sur LinkedIn et cherchent cette information. Donc, Oui. effectivement, ça a été, voilà, une fois dans notre vie. Après, ça arrive de faire des 100 000 impressions. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, 100 000, c'est déjà très bien, hein. Moi, j'ai peut-être fait 5 ou 6 posts qui ont fait 100 000 impressions, donc c'est déjà pas facile de faire 100 000 et souvent ça vient d'histoires personnelles, ça vient d'une célébration, de quelque chose comme ça. Mais comme je vous le disais, c'est je trouve qu'il y a de plus en plus de fondateurs et fondatrices de DNVB qui se montrent sur LinkedIn. Je pense que la plus connue au départ, c'était Justine Hutto, qui le faisait très bien avec un format un peu, découverte dans les labos et cetera. Aujourd'hui d'ailleurs, je trouve que, j'ai vu des posts de Justine et j'ai l'impression qu'ils font moins de vues qu'avant. J'ai l'impression qu'elle a un peu perdu ça, parce qu'elle a peut-être pas été autant régulière que d'autres. Et puis il y a vous, il y a d'autres, encore une fois, d'autres fondateurs, fondatrices qui le font. Et on voit que ça sert à quelque chose, quoi. Et donc du coup, j'aimerais bien peut-être un peu comprendre quelle est la démarche derrière tout ça, quels sont les objectifs que vous poursuivez quand vous produisez du contenu sur LinkedIn, autre que la notoriété. Et même, ça prend quand même du temps, donc je veux bien rentrer un peu là-dedans et puis après on termine le podcast. Ouais, alors nous, on essaye quand même de l'optimiser en termes de temps. Ouais, C'est un truc qui nous a permis de passer le cap, de se mettre à poster régulièrement, c'est de se dire, mon post, c'est 20-30 minutes, et après, même si c'est pas idéal et c'est pas ce que je voulais, je le poste. c'est hyper rapide, hein, 20-30 minutes, c'est déjà très bien, hein. Voilà, donc ça, c'est hyper important, parce que sinon, tu peux passer des semaines à écrire un post et jamais le poster. Donc si tu veux poster au moins 1 ou 2 fois par semaine, Mmh, bah, c'est important de limiter ça dans le temps. Et de toute façon, c'est en faisant que tu progresses. mmh. C'est la meilleure manière d'être de plus en plus à l'aise dans ton écriture, dans le fait de poster. Au début, quand on postait, on était en stress Oui, c'est maximal. normal. Tu regardes les premiers likes, ah, là, ça va pas décoller. Donc ça, il faut vraiment s'y mettre et se forcer. Et nous, c'est bien parce que comme on est deux, on se challenge un peu en mode t'as posté, ça pousse l'autre à le faire. Donc ça, c'est Oui, cool. C'est important en termes de branding pour la marque OK. parce que c'est une autre typologie de prise de parole. Là, c'est pas la marque Dijon qui parle, c'est les fondatrices, donc ça nous donne libre champ pour parler de sujets plus entrepreneuriaux, plus communiquer sur nos valeurs, notre manière d'être. Donc ça, c'est super cool. Ça apporte du coup pas mal d'opportunités médias. Franchement, on est quand même OK. beaucoup plus invités à des conférences, à des podcasts. On est plus mentionné dans des articles depuis qu'on est visible sur LinkedIn. En termes de business et de conversion, aujourd'hui, c'est encore difficilement mesurable. On voit pas, c'est pas devenu non plus une source de trafic énorme sur le site internet, ce qui vient de LinkedIn.
Parce que de toute façon, ça peut aller en direct, hein. C'est-à-dire que si moi je vois un post, de vous 2 et que je tape Dijon ensuite sur ma barre de recherche, ça ne va pas dire que c'est LinkedIn, non. Donc c'est Et ça en qui est plus, nous, on fait pas, enfin, dans nos posts, il y a pas de y a pas de CTA lien. aller chez Dijo. Mais c'est sûr qu'en termes de chiffre d'affaires, là où justement, après un emailing, on voit la répercussion. Oui, Après un post LinkedIn, on voit pas de pic spécifique. Mais ça ouais, crée beaucoup de goodwill dans la manière de percevoir la marque, en fait, depuis qu'on poste. Donc, comment on s'y est mis? On a fait le bootcamp de Thibault Louis oui, en décembre, dans l'optique de préparer notre passage dans Qui veut être mon associé. OK. Parce que ça nous faisait assez peur de poster sur LinkedIn. T'as un peu l'impression que les gens vont te lancer des tomates, quoi, alors qu'en fait, il se Ouais. passe rien. Et du coup, on s'est mis à poster au moment de Qui va être mon associé et on a essayé de garder le rythme. Je disais ça pour dire que j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. Ah, Je suis fatiguée. Euh, je Mais en vous- tout cas, non, mais en tout cas, LinkedIn, c'est effectivement, enfin, depuis le début de l'année, c'est vraiment un réseau qu'on exploite en tant que fondatrice. On parlait beaucoup de côté authentique, et justement, la prise de parole en tant que fondateur, c'est important parce que sur Instagram, c'est Dijo qui parle, c'est pas nous qui Lisa. Et là, on peut rentrer dans d'autres sujets, on peut parler de choses plus personnelles, mais ça n'empêche pas aussi de parler justement de produits, même ah, si je suis d'accord, hein. sur LinkedIn aujourd'hui, en tout cas, alors ce qui marche, et après il faudra peut-être définir ce qui marche pas, mais en termes d'impression et d'engagement, les gens aiment les posts assez personnels. On est Quand d'accord, ouais. on parle de sujet du ventre, des produits Dijo, les posts sont moins impactants. Après, ça veut pas dire que les gens s'y intéressent pas ni le lisent pas. Donc, je Ah pense beh, que totalement. Ouais, j'ai retrouvé Mais ce que je voulais dire. ouais, vas-y, je t'en prie. Depuis décembre, enfin depuis qu'on s'est mis à poster, donc décembre 2022, Moi, ouais. Mmh. les gens nous parlent tout le temps de LinkedIn. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelqu'un, les gens me disent ah c'est sympa ce que vous faites sur LinkedIn, c'est cool. C'est Donc ça. en tout cas nous dans notre daily life par rapport à les gens qu'on rencontre et qu'on croise, ils notent cette présence. Donc ça te rend quand même super visible, même si toi t'as pas forcément l'impression de le ressentir en vente ou en like ou en commentaire. En fait, il y a très peu de gens qui postent du contenu sur LinkedIn aujourd'hui en France. Et donc, quand toi, tu fais l'effort de le faire assez régulièrement, c'est quasiment sûr à 100% que ça va ressortir, quoi. Il y a plein de bénéfices. Moi, je trouve que ceux qui ont le mieux incarné leur marque, dont je parle bien en digital native, c'est ceux qui ont été sur LinkedIn. Donc évidemment, Justin Hutto. Moi, avant LinkedIn, je savais pas que Justin Hutto était une star sur Instagram, par exemple. Enfin, qu'elle était connue sur Instagram. J'ai vu aussi que vous avez une bonne visibilité sur Insta, donc je trouve que LinkedIn, ça joue beaucoup là-dessus. Et j'allais dire un truc là, pour rebondir. Je sais plus trop. Oui, c'est que il y en a qui arrivent quand même à faire des lancements de produits sur LinkedIn. Je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Pas seulement Justine, j'en ai vu d'autres. Donc ça, c'est aussi intéressant de le garder en tête. Je trouve que par exemple le programme ambassadeur, peut-être qu'il y aurait eu un intérêt à en parler d'une Non, manière non, non. plus décalée. Ah, on a Ah, essayé, ok, mais c'est pas pas vu, trop. pas vu. Ouais, Ok. on a parlé, bah forcément, dès qu'il y a des événements Et qualité, ouais. Mm. passion chez Dijo, on en parle justement sur nos réseaux, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que finalement les posts, on parle vraiment opération, Dijo, produit, Ouais. ça marche un peu moins. Bon, bah, c'est pas grave tant que ça marche un peu et que le reste marche bien aussi. Vous avez pas d'opportunités donc médias, podcasts, conférences, ça c'est hyper intéressant. Hem, Au niveau des posts, vous avez parlé du fait que les posts authentiques marchaient bien. Est-ce qu'il y a des formats qui marchent mieux que d'autres, peut-être avec photo, sans photo? Ça c'est voilà, il y a toujours ce côté, est-ce qu'il faut mettre une photo ou pas? C'est Anouk la queen de LinkedIn, mais oui, Ouais, la les photo, ça photos, marche les quand même. photos, ça marche. Aujourd'hui, LinkedIn, alors c'est pas devenu Instagram, mais en fait, ce que je te disais, les gens veulent voir, et du coup, la photo, tu t'arrêtes sur la photo, après tu lis le texte. Donc ça marche beaucoup mieux d'avoir une photo, ouais. OK. Et dernière chose, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux, qui voudraient écrire des bons posts chez LinkedIn? Vu que vous avez fait un bootcamp là-dessus. Genre, c'est quoi un peu vos 3-4 conseils, les plus facilement applicables? Alors, c'est vraiment une idée par poste. OK. Moi, au début, j'écrivais des tartines. Tu commençais au début, tu arrivais à la fin, tu avais pas compris le lien. Ouais. Après, c'est hyper important, tu retiens une idée. Donc, tu te dis, là, ce post, il me sert à faire passer un message. C'est quoi mon message? Et si je veux faire OK. passer un autre message, bah, je fais Mm. un autre post. Je comprends, ouais. Après, les posts en soi, si l'idée est pertinente et qu'il y a des choses à dire, les posts peuvent être plus ou moins longs, mais il faut que ce soit des phrases courtes, très claires, que ça se lise facilement et qu'on comprenne tout de suite, et pas utiliser il faut pas que ce soit des trucs très, il faut que ce soit des trucs très concrets et des termes où on parle concrètement des choses, pas utiliser des mots, du flou. Oui.
Ouais. Deuxième conseil, c'est de l'accroche. Ouais, l'accroche. Ouais, bien sûr. Bon, faut que ce soit catchy, quoi. Enfin, malheureusement, t'es obligé de faire un peu un truc arrangé pour que les gens aient envie de cliquer et C'est normal. s'arrêtent. Je vois, j'ai aidé mon père à faire un post et il me disait, il voulait parler du fait que c'est un senior et qu'aujourd'hui l'employabilité des seniors c'est plus compliqué. Et il a commencé à expliquer, j'ai 50 ans, blablabla. Et je lui ai dit, écoute, t'écris à 50 ans, je me sens périmé. Et là, tout le monde et ça fait un buzz, quoi. Mais en Ouais, fait, parce qu'en fait, on se dit qu'à 50 ans, normalement, on a encore 15 ans de carrière. exactement, Potentiellement. il faut aller chercher des trucs un peu putaclic, hein, sorry du terme, mais Bah ouais, bah pourquoi pas. Mais il faut que ce soit quand même une accroche qui résume ton idée en quelques mots. C'est Le ça. côté accroche suspense, genre il m'est arrivé un truc hier, 3 petits Ça points. marche plus, ça. ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que ce soit l'accroche de, en fait, en une phrase, je sais de quoi tu as parlé dans ton post. Et C'est donc, ça. l'exemple Bah, marche très bien. Vaut mieux l'écrire à la fin, d'ailleurs, l'accroche. ouais, Après c'est un avoir. très bon conseil, je suis d'accord. Bah, déjà, normalement, c'est le truc où on y passe presque le plus de temps. Et pour moi, en effet, l'accroche doit bien. C'est pas que ça doit résumer ton post, c'est que ça doit résumer l'idée qui va être dans ton post. Il faut qu'il y ait un contexte. Il faut que les gens comprennent quand ils vont cliquer de quoi ça va parler, quoi. Donc, c'est Ouais. sûr. Et C'est quoi l'accroche du. Ouais, d'ailleurs. commentaire. Enfin, répondre à tous les commentaires. Et ça, il y en a qui me disent qu'il faut quand je dis il y en a, c'est j'entends dire qu'il faut répondre dans les commentaires dans les premières heures. Moi, j'ai pas le temps de le faire malheureusement. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que vous faites aussi? Vous faites attention à répondre assez vite pour créer de C'est, l'engagement? enfin, c'est comme tout, hein, tu postes et t'as les réunions qui s'enchaînent. Bah oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Mais effectivement, répondre aux commentaires, l'interaction, c'est bien. La régularité dans les posts, c'est super important. Quand tu parles de régularité, c'est plutôt 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois? Idéalement, il faudrait au moins 2 fois. Je suis la pire élève pour ça. Donc, mais idéalement, effectivement, il faudrait au moins 2 fois. Après, je pense à Maud Alavès, elle poste 1 fois par semaine. Par contre, ses Ouais, posts ça fait un canon buzz, ouais. et elle écrit très bien, elle met des très belles photos et du coup, ses posts cartonnent. Après, donc il y a Thibault Louis, il poste beaucoup plus. Donc Pas trop après, d'argent lui. chacun sa stratégie, c'est-à-dire Anouk, par exemple, elle arrive à poster beaucoup plus régulièrement que moi. Moi, j'essaye, mais j'y arrive pas, en fait. Et Oui, du coup, c'est aussi l'important, c'est plutôt de garder cette régularité dans le temps, plus de se dire, bah, je vais faire une semaine où je vais écrire 3 posts, et en fait, après, je vais pas écrire pendant 3 semaines. Il vaut mieux écrire un post par semaine et le faire toutes les semaines, justement, et d'avoir un rythme qui te convient. Mais effectivement, idéalement, c'est prouvé en termes de stats sur LinkedIn, plus t'en fais, mieux c'est, quoi. ouais, super aligné avec tout ce que tu as dit, c'était hyper clair, je suis du même avis et je pense aussi pour conclure là-dessus, il faut poster quand vous avez quelque chose à dire, quoi. Enfin, là, c'est pour ceux qui nous écoutent. Postez pas pour dire de poster, quoi. Si vous n'arrivez pas à poster tous les jours, il faut pas le faire parce que ça va faire plus de mal à la plateforme qu'autre chose. Parce que moi, je suis désolé, il y a beaucoup de posts qui n'apportent rien malheureusement sur la plateforme et je dis pas tous, je dis il y en a quand même beaucoup. Donc voilà. Oui, ça c'est vrai qu'il faut rechercher. Enfin, faut dire, faut que j'écrive du contenu qui mérite d'être lu. Enfin, si je Oui, balance juste un truc, une anecdote sur ma vie et qu'il n'y a pas de leçon derrière ou pas c'est de ça. goût pour les gens, c'est sûr qu'à un moment, ça, il faut être assez autocritique sur son contenu, de dire, je poste ça dans quel objectif? C'est une valeur que je veux donner de ma personnalité, une actualité que je veux partager. Mais effectivement, si t'as rien à dire, oui. Mmh. Mais normalement, on a toujours quelque chose à dire, qu'on soit entrepreneur, freelance, salarié dans une entreprise, il y a toujours quelque chose qu'on peut aborder, que ce soit du point de vue personnel, une expérience professionnelle, un conseil à donner, une actualité, donc il y a toujours quelque chose à dire. C'est juste qu'il faut trouver il faut faire le bon choix. Voilà. OK, top. Bah, merci beaucoup pour votre temps, c'était franchement hyper intéressant. Donc, je vous remercie pour, le fait d'avoir été si transparente, à la fois sur les chiffres, sur, votre développement, sur le passage sur QVEMA. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez donner plusieurs endroits, mais, voilà, si on veut, discuter avec vous, même, découvrir Dijo, je Alors, vous laisse en parler. pour découvrir Dijo, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc www.dijo.fr. OK, Et pour suivre nos actualités, effectivement, le mieux, c'est notre compte Instagram, donc Dijo-Paris. Et vous pouvez nous écrire directement en message privé sur Instagram ou à l'adresse hello@dijo.fr et on répond à tous les messages. super, super, hyper clair. Bon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, aussi vos comptes LinkedIn, mine de rien. Et voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser reprendre la journée, en tout cas à la fin de la journée. Je sais pas si vous avez encore beaucoup de choses à faire. Moi, pour moi, c'est bon. Bah, de toute façon, les journées sont jamais terminées, hein, donc On a toujours des trucs à faire. C'est dur de finir avant 18h. Bon, en tout cas, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. merci à toi, Ciao. merci, bye.